Voilà, merci à vous toutes et tous de persister dans votre volonté d'être confrontés à des éclairages qui ne sont pas toujours ceux qu'on entend dans les médias mainstream, même s'ils y parviennent parfois, sur cette question lancinante de la portée et des limites de notre réponse à ce phénomène qu'on désigne par un mot dont on sait déjà qu'il est boiteux, dont on sait déjà qu'on devrait s'en dispenser, mais c'est celui qui reste fonctionnel, ce phénomène dit terroriste. Alors nous ne changeons pas de terrain. Il m'est agréable de dire que beaucoup a été dit lors de la première table ronde, parce que c'est vrai d'une part, et parce que ça fait plaisir de voir que les vieux intervenants peuvent envisager de passer la main face à la richesse de la nouvelle génération. Nous ne changeons pas de terrain. La question, c'est donc, est-il possible de faire un petit peu mieux ou un peu moins mal dans notre gestion du phénomène terroriste? S'il fallait aller à l'essentiel de la critique que l'on peut adresser à la réponse occidentale en général, française en particulier, pour ma part, je le formulerai en disant qu'aucune appréhension de la violence terroriste et aucune réponse à la violence terroriste ne peut se passer de regarder en face la part de responsabilité des sociétés qui sont ciblées par la violence. Je ne dis pas des individus. Le monsieur qui meurt à Paris d'un coup de couteau, il est totalement innocent. Mais si, sous prétexte de l'innocence de la victime, on refuse de considérer qu'il puisse y avoir une part de responsabilité de la société dont ce monsieur est l'ambassadeur, et c'est tombé sur lui ce jour-là, eh bien, nous sommes en train de rater le coche, nous sommes en train d'être inefficaces. Il y a plusieurs manières de le faire. Je les formule de façon très différenciée, mais j'aime bien la dernière en date. Je dis c'est très bien de faire ce qu'on fait, de condamner les idéologies radicales qui sont la cause de ces violences dont nous sommes les destinataires. Je suis d'accord. Il faut les condamner, il faut les illégitimer du point de vue, y compris du point de vue de la pratique religieuse qui est associée à cette violence. Mais moi, je voudrais qu'on fasse mieux. Je voudrais qu'on aille au-delà. Il ne suffit pas de condamner les idéologies radicales, il faut comprendre ce qui rend ces idéologies attractives dans certains segments de nos sociétés, en Europe comme dans le reste du monde. Et je me risque à donner une réponse. Ce qui rend les idéologies radicales attractives, c'est le sentiment de ceux qui vont y adhérer qu'ils n'ont pas accès au cœur du dispositif de distribution et de reconnaissance des ressources symboliques et matérielles de l'ensemble considéré. Et très, très, très souvent, quand c'est moi qui suis à la tribune, je vous rassure, je n'y suis pas vraiment, je conclus chacune de mes interventions sur ce sujet-là en donnant la parole aux poètes français d'origine antillaise, Aimé Césaire, qui dit « Si vous ne me laissez, à peu de choses près, si vous ne me laissez pas devenir un citoyen à part entière, il y a de fortes chances que je cherche à devenir un citoyen entièrement à part. Si vous n'ouvrez pas votre porte, je vais y taper dessus avec une violence qui va vous surprendre. » Et lorsque nous sommes confrontés à cette violence, je dis aux commentateurs, je vous en supplie, faites un zoom arrière. Ne restez pas le nez collé sur ce qui s'est passé dans une rue de Paris. Faites un zoom arrière dans l'espace et dans le temps. Allez voir ce qui s'est passé ailleurs et avant, si vous voulez décrypter ce qui s'est passé. Quelles sont les façons que nous avons de nous donner une part de responsabilité dans ces dysfonctionnements des mécanismes de la représentation politique qui fabriquent des individus qui pètent les plombs, qui passent au langage de rupture, qui passent au langage de la violence totale. Il y en a deux, et ça donne les deux thématiques de cette table ronde, même s'il est difficile de les dissocier de façon schématique. Disons qu'il y a deux terrains sur lesquels on peut faire des erreurs. Il y a nos politiques étrangères, ce que nous faisons, États européens, dans les États du monde musulman, et puis il y a ce que nous faisons chez nous. En clair, pour faire simple, il y a nos politiques étrangères et nos politiques domestiques. Eh bien, nous allons, dans cette table ronde, identifier les dysfonctionnements
comment certaines de nos politiques étrangères, mais cela a été dit par la première table ronde, on connaît la réponse, hein, lorsque nous nous associons de façon indiscriminée, aveugle, parce qu'ils sont nos clients, parce que nous y trouvons des intérêts financiers. Hein, regardons du côté de l'Arabie Saoudite. Pourquoi continue-t-on à vendre des armes à l'Arabie Saoudite alors que nous savons qu'elle est impliquée dans un conflit au Yémen qui fait des milliers de victimes civiles? Eh bien, on continue à en vendre parce que c'est quand même bien de vendre. Hein. Et donc, on va retrouver les dysfonctionnements, les raccourcis que nous prenons avec l'identification de partenaires politiques légitimes, crédibles. Et cela a été bien dit. Hein, et quand on dit État du Proche-Orient, c'est tous, y compris, évidemment, l'État israélien. Hein. Et quand on voit que notre réaction au dernier des dysfonctionnements majeurs des mécanismes de leur représentation politique du côté d'Israël a été sanctionné par ce terrible oukase du ministère des Affaires étrangères qui a demandé un peu plus de discernement aux partis engagés dans le conflit. Hein. Quand on voit que nous ne sommes pas capables simplement de dissocier occupés, attaquants, attaqués, qu'on veut une demi-heure pour les canons et une demi-heure pour les cratères, n'est-ce pas? Il faut bien être égal. Eh bien, nous avons la thématique, l'une des thématiques que nous allons aborder, notre relation avec certains États qui alimentent le processus de la radicalisation que, soi-disant, nous voulons avec eux réduire. Et puis, évidemment, il y a cette pesanteur des mesures exclusivement. Ce qui a été dit dans la première table ronde en peu de mots est extrêmement important. C'est la domination du hard power au détriment de la réponse politique. Hein. La réponse n'est que sécuritaire, la réponse n'est que militaire, la réponse n'est que répressive. Elle n'adresse pas les causes profondes qui sont les dysfonctionnements de la représentation politique. Alors, sur ce terrain-là, nous allons voir les contre-performances de cette dominante de la réponse sécuritaire dans le tissu, cette fois-ci, de la société française. Pour le faire, nous avions dans la première table ronde une quasi-majorité de gens qui venaient plutôt de l'observatoire académique. Eh bien, là, nous avons le privilège d'accueillir des gens qui sont plus directement ancrés dans l'action militante, dans l'action associative. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réflexion ni d'ancrage universitaire, mais des gens qui sont sur le terrain de l'action militante. Et donc, nous commencerons par Madame Geneviève Garrigos, qui a une longue expérience du très large front des dysfonctionnements du politique, qui a donné envie aux gens qui l'ont créé de créer Amnesty International, dont elle a été la présidente en France pendant près de 10 ans. Et puis, nous continuerons à nous interroger sur le prisme. Madame Garrigos couvrira en fait le spectre entier, puisque du terrain des politiques extérieures, elle annoncera un petit peu la réflexion des participantes qui vont traiter de l'état d'urgence. Nous nous focaliserons sur, non pas le titre Hélène Legec qui vous a été attribué, qui était un petit peu plus large. Vous allez surtout vous concentrer sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Parce que ça aurait pu être légitime. Moi, je vous ai déjà entendu sur ce sujet et j'avais été impressionné. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est content de vous entendre ici, parce que ces associations sont extraordinairement efficaces et sont allées dénicher des petits instruments juridiques qui embêtent les États, hein, qui les mettent face à des contradictions. Vous allez voir, il y a des trucs qui permettent d'embêter le gouvernement français. Vous le savez, une enquête parlementaire va ou est... On aimerait, mais disons, l'idée a été lancée. Donc, Hélène Legec, je ne dirais pas que vous êtes venue du sud de la France, d'une université que je connais bien. Ça ferait un peu trop simplificateur. Mais je ne dirais pas que vous êtes passé aussi par un centre de recherche du côté de l'Égypte, mais vous avez une longue expérience des terrains du Proche-Orient, dont vous allez nous faire bénéficier maintenant dans le cas de figure Arabie Saoudite, Émirats. Et puis, nous allons écouter une autre sonnette d'alarme, tirée cette fois par Hassina Meshaï et Essi Hemzin, qui sont à ma gauche, qui sont les co-auteurs d'un livre qui s'appelle « L'état d'urgence, entre parenthèses, permanent ».
hein. L'autre jour, je me disais, il y a encore un titre qui n'a pas été exploité, ça serait l'état de quelle urgence, point d'interrogation, hein. Mais l'état d'urgence permanent, c'est la pérennisation de toutes ces mesures juridiques qui empruntent des raccourcis dans le respect des droits élémentaires de chacun des membres de la famille, hein. Et Hassina Meshaï a un parcours, a une formation de juriste, un parcours de journaliste dans un spectre très large, puisque j'ai vu que ça va de Middle East Eye, que je recommande vivement, ne serait-ce que parce que demain, il publie mes bêtises, jusqu'au point, ce qui est donc un spectre très large. Donc, vous avez une formation de journaliste, vous avez une pratique de journaliste, mais vous avez une formation de juriste, et vous avez, avec Sihem Zine, qui, elle, a un parcours de militante humanitaire dans plusieurs pays du Proche-Orient, vous avez mis en commun votre capacité à identifier les plus gros des dysfonctionnements des législations de l'antiterrorisme depuis 2015, dans le cadre notamment, Sihem Zine, d'une association Action Droits des Musulmans. Donc, on sera là sur le terrain des dysfonctionnements des mécanismes de la représentation politique initiés par l'État français, à la fois dans ses relations avec des États autoritaires qui fabriquent de la radicalisation et jusque chez lui, par le biais de ces mesures adoptées ou aggravées au lendemain des attentats de 2015. Voilà, j'ai été trop bavard. Nous commençons. Madame Garrigos, c'est vous qui avez la parole. Merci infiniment. Oui, bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. Moi, je suis très honorée d'être avec mes consoeurs puisque c'est vraiment une table de femmes et je trouve très bien qu'on soit invité justement pour parler de terrorisme, lutte antiterrorisme, état d'urgence et abus. Ça nous sort un peu des questions de femmes. Donc, merci beaucoup aux organisateurs. Concernant les lois antiterroristes, il est vrai que pour moi, il est difficile de ne pas commencer par la France parce que, on l'a vu ces 3 dernières années, et notamment depuis la déclaration de l'état d'urgence, la situation s'est quand même... certains diront renforcé, moi je dirais plutôt c'est beaucoup durci. Et c'est vrai qu'il est très difficile à l'heure actuelle de faire un bilan sur les lois antiterroristes en France parce qu'elles ont été tellement nombreuses ces dernières années que finalement on aimerait bien avoir un bilan et avoir une présentation de ce que cela représente exactement dans la législation. Et d'ailleurs, que ce soit les associations de défense des droits humains, que ce soit le Défenseur des droits ou la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme dont je fais partie, nous avons demandé à plusieurs reprises au gouvernement justement qu'il fasse un bilan pour qu'on sache exactement ce qu'il y avait derrière tout ça. Alors, l'avantage de l'état d'urgence, c'est que comme il y a eu la création d'une commission parlementaire de suivi, on a à peu près des chiffres, on a eu à peu près des informations. Ce qui est très intéressant, mais elles reviendront plus particulièrement sur ces chiffres, juste comme ça, hein, pour montrer un peu l'efficacité du système. Plus de 4600, je crois, perquisitions et aux dernières informations, en tout cas, quand il y a eu la loi en novembre dernier, il y avait 23 procédures devant le parquet antiterroriste. Ça donne l'ampleur du filet. Et en fait, c'est la question du filet qui pose question. Déjà, on l'avait soulevé avec la loi sur le renseignement qui avait été adoptée quelques mois avant les attentats de novembre, hein, à l'été 2015, et le fait que les services de ce renseignement, on avait rentré dans le droit la possibilité pour eux d'écouter, de surveiller, de capter à très très grande échelle. Et ce qu'on disait, c'est que le filet était beaucoup trop grand. On voit que c'est ce qui s'est passé aussi avec l'utilisation de la possibilité de perquisition et des assignations à résidence après les attentats et le fait que l'état d'urgence a été décrété. Ce que l'on a constaté également, c'est que globalement, la plupart des perquisitions et des assignations à résidence en lien
théoriquement en lien avec du terrorisme, puisqu'on a vu que leur volonté était pas simplement que ce soit en lien avec le terrorisme, mais c'était élargi à la question des stupéfiants, c'était élargi à la question des armes, mais aussi à la fraude aux prestations sociales. Et c'est pas moi qui le dis, mais c'est les personnes qui étaient à l'époque au ministère de l'Intérieur, ou y compris au travail illicite. Donc on voit là le filet très large, mais tout ça s'est passé plutôt dans les premières semaines, voire les 2-3 premiers mois. Ensuite, on a pu constater que petit à petit, il y avait tout de même une dérive, et une dérive vers la société civile, vers les mouvements. On l'a vu déjà au moment de la COP21, juste après justement les attentats de novembre et la première fois que l'état d'urgence a été décrété. Mais on l'a vu surtout en 2016, au moment des lois travail. Et Amnesty International a lancé d'ailleurs il y a maintenant un peu plus d'1 an un rapport justement sur le nombre de manifestations et le nombre de personnes qui avaient été interdites de manifester. On était arrivé à un chiffre de 155 manifestations interdites, ça faisait à peu près une tous les 3 jours, hein, ce qui est quand même considérable. Et plus de, je crois que c'était plus de 639 personnes qui avaient été interdites de participer à des manifestations, donc soit dans l'état d'urgence, mais aussi les nuits debout et autres. Et donc on voit comment finalement il y a une dérive de l'utilisation. Et c'est la même dérive qu'on avait observée au niveau des États-Unis, parce que quand la Maison-Blanche a fait son rapport sur la pertinence des lois justement de renseignement et de surveillance de la population, on s'était aperçu que c'était peu à voir avec le terrorisme, beaucoup à voir avec la société civile et le contrôle. Et ça m'amène à parler de... On a beaucoup parlé de l'impact sur les libertés des personnes, et là aussi, mes collègues reviendront sur ce sujet. Moi, je voudrais plutôt revenir sur un des aspects très négatifs de l'état d'urgence en France, et c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé justement à la CNCDH, c'est comment la perception, mais aussi l'application du droit s'est vue peu à peu modifiée. On sait que les lois successives ont modifié le droit en France, et la loi qui a été adoptée en novembre dernier a permis d'intégrer 2 nouvelles mesures. Il y en avait déjà eu par le passé, et notamment après l'attentat du 14 juillet 2016, comment il y a eu des mesures de l'état d'urgence qui peu à peu ont été intégrées dans, je dirais, le droit commun, ce qui fait parler d'une dérive. Mais les dérives ne se limitent pas à cela. Justement, après les attentats de novembre 2015, ce que l'on a vu se mettre en place, et là c'était inscrit dans l'état d'urgence, donc c'est comment on passe du juge judiciaire au fait que ce soit le préfet, voire le ministère de l'Intérieur, qui peut assigner à résidence, qui peut passer à des perquisitions sur la base de suspicion. Et ça, c'est un des points très importants, c'est de la suspicion, c'est-à-dire que c'est sur la base de comportements qui pourraient être, et on n'est plus du tout dans cette notion qui prévaut en droit et qui garantit justement les droits de la personne. On va passer dans un système où, comme c'est un comportement, comme c'est une suspicion, en plus, on l'a vu étayé par des notes blanches anonymes, non datées, eh bien, finalement, la personne qui devrait pouvoir se défendre par rapport à des faits et à des accusations concrètes, c'est-à-dire que la charge de la preuve revient au parquet, eh bien, c'est à elle qui revient de démontrer qu'elle est innocente sans avoir de cadre qui lui permette de le définir. Et j'ai en tête notamment une jeune femme qui habitait au Mans et qui s'est retrouvée assignée à résidence parce qu'elle avait un comportement qui était jugé un peu, comment dire, plus que douteux. Voilà, elle avait peut-être une pratique un peu exagérée. Or, cette jeune femme n'avait jamais porté ni même un foulard, n'allait pas à la mosquée, n'avait aucune pratique religieuse. Et en enquêtant, on s'est aperçu que c'était parce que son mari, avec qui elle ne vivait plus depuis 2 ans, était dans ce contexte. Donc on voit comment... Mais ça devient très difficile de montrer qu'on n'a rien fait dans un cadre pareil. Donc il y a cette notion de suspicion, il y a cette notion de comportement, de renversement de la charge de la preuve. Et derrière, c'est ce qui a amené d'ailleurs Jacques Toubon, donc le défenseur des droits, l'année dernière sur la question de la nouvelle loi antiterroriste, à parler
d'un risque d'essentialisation, de définir des classes dangereuses de la population. Et ça, c'est un point très, très important. Et j'en reviens donc à la CNCDH. Nous avons notamment travaillé, on a vu combien le terme de terroriste était difficile à qualifier, parce que le terroriste d'aujourd'hui sera peut-être le résistant de demain. Je ne veux pas dire que ceux qui ont commis les attentats à Paris, c'est cela, mais le terme est tellement généralement utilisé, mais c'est encore pire quand on veut rentrer justement dans ce qu'on appelle l'aspect prédictif, la suspicion, parce qu'on va jusqu'à l'aspect prédictif. Et qu'est-ce que le radicalisé? Et on est passé d'ailleurs du radicalisé islamiste au radicalisé de l'islam musulman. Donc déjà, on voit comment, là aussi, on a une dérive. Mais on a eu aussi les radicalisés syndicalistes pendant la loi travail. Et on voit tout apparaître de plus en plus de radicalisés. Et nous, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'un radicalisé? Comment détermine-t-on? Et ce qui nous est apparu, c'est qu'on a pu constater que tout au long de l'année 2016, quand, au lieu de se consacrer à essayer de comprendre qu'est-ce qui amenait des jeunes à partir en Syrie, ou à commettre des attentats, ou même à avoir une pratique religieuse plus radicale, eh bien, on a pu constater qu'au lieu de se consacrer à ça, l'État, parce que c'est par là qu'on pourrait agir, eh bien, il a essayé de mettre au point des méthodes prédictives. C'est-à-dire quels étaient les éléments qui allaient faire qu'on puisse considérer que quelqu'un puisse devenir dangereux. Et ça, c'est très, très dangereux, là, pour le coup, parce qu'on ne peut pas prédire. Et j'ai le souvenir de cette psychiatre qui nous expliquait une psychiatre de l'administration pénitentiaire, qui nous expliquait que justement le propre de l'humain, c'est qu'autant un animal, on le met toujours dans le même contexte, il va reproduire exactement le même comportement. L'humain, non. Donc l'humain n'est pas prédictif. Ce qui est prédictif dans l'humain, c'est que toute prédiction est à 100%, je veux dire, elle risque d'être à 100% erronée. Pourtant, c'est là-dessus qu'on s'est focalisé. Et là, il y a un danger, et c'est ce qui fait aussi qu'on cherche à accumuler de plus en plus de données pour essayer de déterminer les comportements. Et ça, c'est dangereux dans le fait qu'on peut attribuer à des personnes des comportements qu'elles n'auront jamais et qui peut les conduire en prison, voire les mettre justement, assignés à résidence, mais au-delà, les mettre en prison, etc. Donc ça c'est un aspect qu'il est très important de regarder avec vigilance, parce que c'est une tendance lourde que l'on peut retrouver dans de très nombreux systèmes. Or, quand l'État commence à vouloir prédire ce que nous allons faire et que par rapport à ça, il pourrait prendre des mesures justement de restriction des libertés et autres, eh bien, nous sommes dans une situation de grand danger. L'autre point, c'est qu'au-delà de ce que ça peut entraîner, et ça c'est un constat qu'on peut faire aussi au niveau international, c'est ce discours que pour assurer la sécurité, il faut toujours plus de recul des droits. Moi, je suis personnellement convaincue, et c'est une des raisons pour lesquelles je milite, c'est que si la sécurité est une nécessité pour l'individu, c'est pour qu'il puisse exercer ses droits. Mais en aucun cas, c'est de renoncer à ses droits pour avoir de la sécurité, parce que là encore, on est dans une inversion du système et qui nous sort complètement de l'état de droit. Dire que je vais renoncer à ma liberté d'expression, ma liberté de manifester, ma liberté d'opinion, ma liberté religieuse, toutes les libertés qui me sont chères, simplement parce que ça va m'apporter une sécurité, je dirais, mais à quoi me sert ma sécurité à ce moment-là? Et ça, c'est un point majeur. Et il faut qu'on soit vigilant, parce qu'on le voit à chaque attentat. Et on sait qu'il y en aura d'autres, parce que rien n'est fait finalement pour anticiper et prévenir ces attentats, si ce n'est essayer de prédire des comportements. Eh bien, à chaque fois, on l'entend, on l'a vu dernièrement, eh bien, on va nous demander encore plus de restrictions des libertés, d'aller plus loin. Et c'est un piège politique, parce que quand on nous dit que ceux qui commettent ces attentats, c'est pour attaquer notre mode de vie, justement nos valeurs, eh bien ce qu'on fait, c'est y renoncer, et on leur donne raison. Et là-dessus, je voudrais, pour faire la transition, passer au niveau international, parce que l'impact de ce qui a été fait en France a été aussi international. De même qu'après le 11 septembre 2001, on a pu voir que la guerre contre le terrorisme, on en a parlé juste
la table précédente a parlé des impacts, on a pu voir qu'avec la guerre contre le terrorisme de George Bush, bien sûr, il y a Guantanamo et ce que ça représente et le symbole. Il ne faut pas oublier les sites noirs. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, les États-Unis, c'est plus de 70 000 personnes. C'est des évaluations et on sait très bien que ces évaluations en la matière sont toujours plus faibles que la réalité. C'est plus de 70 000 personnes qui ont été dans ces sites noirs et dans des conditions absolument épouvantables. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup aujourd'hui quand j'entends dire que, par exemple, effectivement, le régime syrien serait opposé aux États-Unis, quand on sait très bien que dans ce maillage fantastique qu'il y a eu pendant la guerre contre le terrorisme, eh bien, de très nombreuses personnes qui ont été enlevées, y compris aux États-Unis, et je pense au cas de Maher Arar, qui est symptomatique, ce Syrio-Canadien, qui a été enlevé à New York alors qu'il revenait de Tunisie et qu'il vivait au Canada, et qu'il a été envoyé dans les geôles syriennes pour être torturé. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Mais quand les États-Unis sont revenus sur cette notion, sur la définition même de la torture et cette violation flagrante du droit international, au-delà des exactions qu'ils ont commises, ils ont donné à tous les États qui pratiquaient allègrement la torture sur cette planète une bonne raison de torturer, ont torturé contre le terrorisme. Et le nombre de lois antiterroristes qui a été adopté à travers le monde est extraordinaire. Il en a été de même quand la France elle-même, suite aux attentats, eh bien, a adopté notamment l'état d'urgence. Et là, on a vu, alors qu'après les attentats de Madrid, les attentats de Londres, il n'y avait pas eu de loi antiterroriste aussi puissante, on a vu qu'après les attentats de Paris, eh bien, au niveau européen, on a aussi eu une adoption de lois antiterroristes extrêmement forte, que ce soit en termes de restriction des libertés, mais aussi d'extension des durées de garde à vue, etc. Et ça, c'est aussi un impact extrêmement négatif. Et on va mettre beaucoup de temps à s'en remettre, parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, à travers le monde, il y a régulièrement des lois antiterroristes qui sont adoptées. Et je regrette que le représentant de l'ambassade de Russie soit parti, parce que je lui aurais rappelé que juste en 2016, la loi Loravaya avait un certain nombre très important de décrets, dont un qui mesure comment on peut lutter contre le terrorisme avec cela et a adopté justement le fait que la responsabilité pénale des enfants baisse à 14 ans. Donc voilà, c'est vrai qu'avec ces mesures, on va lutter contre le terrorisme. Surtout quand on voit comment les 17 ans de lutte antiterroriste des États-Unis ont abouti à la disparition du terrorisme sur cette planète. Et il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, les lois antiterroristes sont utilisées partout. Actuellement, pour Amnesty, je m'occupe toujours des questions des Amériques, et notamment de l'Amérique latine. Il faut voir que la mobilisation Mapuche au Chili pour sauvegarder leurs terres, eh bien, ils sont réprimés, emprisonnés au nom des lois antiterroristes. Donc, vous voyez le rapport, parce que, voilà, c'est assez généralisé. Et je finirai sur un point qui, pour moi, est majeur. Je ne sais pas si le monsieur qui travaille au Sénat est toujours là, mais je finirai sur ce point. C'est vrai que souvent, on parle de l'Occident veut imposer la démocratie. Je ne sais pas s'il y a un régime, on peut imposer la démocratie, et quelle démocratie, sous quelle forme, etc. Par contre, il est déplorable et lamentable que les États occidentaux, certes, ne donnent pas de leçons peut-être sur les régimes gouvernementaux, mais quand il s'agit des violations des droits humains, et c'est là-dessus qu'on critique les gouvernements, ne disent rien. Parce que se rendre dans un État qui torture, qui arrête arbitrairement, qui condamne à mort lors de procès collectifs comme c'est fait en Égypte, qui condamne à la prison pour terrorisme ces journalistes, ces défenseurs des droits humains, là ce n'est pas critiquer la forme de gouvernement, c'est juste le non-respect des droits fondamentaux des personnes. Et qu'en contrepartie, on leur vende des armes et qu'on continue à penser que la stabilité dans ces pays peut se faire uniquement sur la lutte anti-migrants et sur la lutte antiterroriste et que ça justifie des relations privilégiées, c'est ce que nous condamnons. Et la lutte antiterroriste ne peut pas tolérer ça parce que c'est justement ces comportements qui favorisent le recrutement. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Geneviève Darrigos. Le triomphe du hard power ne nous protège pas du terrorisme. La torture ne nous protège pas du terrorisme. Elle ne l'éloigne pas, elle le rapproche. Et ça me donne la transition parce que j'ai oublié de mentionner le contenu du sigle, Hélène Leget, de votre association, qui est l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est dire si votre présence à cette tribune, dans ce contexte, est justifiée. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette invitation. Effectivement, je suis responsable Maghreb-Moyen-Orient à l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et juste pour info, notre association couvre torture, mais aussi crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, disparition forcée et autres crimes internationaux graves. Et c'est de crimes de guerre dont il va être question en filigrane tout au long de mon intervention. Donc je préciserai que ma sphère de compétences porte sur l'étude de la légalité des ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis dans le cadre du conflit yéménite. Donc j'aborde une toute petite partie de la problématique qui est évoquée dans le titre de mon intervention, mais mon intervention pose la question de la contradiction entre l'opportunité politique, qui renvoie justement à cette opportunité de lutte contre le terrorisme, et la question de la légalité de nos actions. Donc c'est ce qui revient tout au long des interventions de cet après-midi. Donc j'aborderai pas particulièrement la question de l'efficacité des ventes d'armes dans la lutte antiterroriste, parce que c'est pas ma sphère de compétences, et je pense que ceux qui sont intervenus dans le panel précédent en ont déjà dit beaucoup. Je précise que je ne suis pas politologue, en tout cas je ne le suis plus. Je ne suis pas spécialiste du contexte géopolitique et géostratégique régional, mais je vais quand même donner quelques informations, quelques clés de compréhension en fait pour poser un peu le contexte dans lequel s'inscrivent les ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis dans le cadre du contexte yéménite, en précisant que ce qui vaut pour la France vaut à peu près pour toutes les ventes d'armes de l'Occident à ces pays, et vaut à peu près pour toutes les ventes d'armes. Enfin, mon exposé peut se transposer à d'autres ventes d'armes de pays occidentaux à d'autres pays en guerre ou auteurs de violations graves des droits de l'homme. Dans la région, je jetterai juste voilà, quelques petites informations. Dans la région, les préoccupations de la France, telles qu'il ressort des déclarations de personnalités politiques, enfin de l'exécutif français, les préoccupations de la France sont grosso modo les suivantes, je les donnerai un peu dans le désordre: la lutte antiterroriste, et notamment la lutte contre AQPA, donc Al-Qaïda dans la péninsule arabique, pour ce qui concerne le Yémen. L'équilibre régional tel que perçu par la France, avec donc une certaine maîtrise de la menace iranienne, et qui passe nécessairement par un soutien à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Évidemment, il ne faut pas oublier la maîtrise de la circulation des marchandises dans le Golfe Persique. C'est une chose dont on entend peu parler, mais qui explique à cet égard le soutien et les relations très resserrées entre la France et les Émirats Arabes Unis, qui, au fil des années, imposent leur présence dans les principaux ports commerciaux de la région pour maîtriser le flux des marchandises et notamment du pétrole et du gaz. Une autre préoccupation de la France, c'est la préservation des bonnes relations avec les Émirats Arabes Unis, parce que nous avons une base militaire française très importante aux Émirats Arabes Unis, base militaire française à partir de laquelle nous lançons notamment des opérations dans le reste de la région, Syrie, Irak et autres. Un autre argument avancé par la France pour justifier le maintien des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis malgré le début du conflit yéménite, et j'y reviendrai sur ces ventes d'armes, c'est la nécessité de maintenir de bonnes relations avec ces deux États pour, d'une part, pouvoir promouvoir les négociations de paix au Yémen, enfin pour mettre fin à la crise au Yémen, et d'autre part pour inciter l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis à un meilleur respect du droit international humanitaire. Donc je ne me prononcerai pas sur l'efficacité de ces deux actions, puisque voilà, il y a des violations graves du droit international humanitaire au Yémen et il n'y a toujours pas de paix. Donc je pense que la situation au Yémen parle d'elle-même. Mais voilà, c'est un discours assez récurrent de la part des autorités françaises disant on ne peut pas cesser de leur vendre des armes, parce que si on cesse de leur vendre des armes, ça va être une démarche hostile. Et si on a une démarche hostile à leur égard, ils ne nous écouteront plus quand on leur dira notamment qu'il faut mieux respecter les conventions de Genève et arrêter de commettre des crimes de guerre. Donc on voit que d'un côté, il y a des considérations diplomatiques, stratégiques, sécuritaires et économiques qui expliquent la poursuite de la fourniture de matériel militaire à ces deux pays. Mais quelle est la compatibilité entre cette vente d'armes et donc ces considérations, ces intérêts de la France dans la région et la légalité des transferts de matériel militaire à ces deux pays?
Je poserai quelques chiffres en matière de vente d'armes à ces deux pays. Je dirais que l'Arabie Saoudite est le deuxième plus gros client de la France en matière de vente de matériel militaire. Alors par matériel militaire, j'entends les armes, les munitions, les pièces, composants, mais aussi plein de choses dont on n'entend pas du tout parler, à savoir la fourniture les formations de militaires et à l'usage du matériel vendu essentiellement, mais aussi le maintien en condition opérationnelle des armes qu'on leur a vendues parfois il y a 5 ou 10 ans. Les Émirats arabes unis sont le 6e client de la France en matière de matériel militaire. Donc ça vous donne une idée de l'importance que la coopération militaire et stratégique avec ces pays revêt pour la France. En 2016, alors les chiffres vont peut-être pas vous parler, mais on y reviendra. En 2016, 218 autorisations d'exportation ont été délivrées par le Premier ministre français à des entreprises françaises pour qu'elles exportent du matériel militaire vers l'Arabie Saoudite. Et ces 218 licences, autorisations d'exportation représentent un montant de 19 milliards d'euros, juste pour l'année 2016. On aura dans quelques jours, d'ici 7 jours environ, les chiffres pour l'année 2017, lorsque le ministère des Armées publiera son rapport annuel au Parlement. Des contrats ont été signés par des entreprises françaises avec l'Arabie Saoudite en 2016, toujours pour un montant de 764 millions d'euros. Et les entreprises, cette même année, ont livré, parce qu'il y a toujours un délai entre le moment où la France autorise les exportations d'armement, et le moment où les entreprises concluent les contrats, et le moment où les entreprises livrent le matériel. C'est les 3 temps, et il peut s'écouler parfois des mois, voire des années, entre ces différentes étapes. Et donc, en 2016, les entreprises françaises ont livré pour plus de 1 milliard d'euros d'armement. Donc, on imagine bien ce que ça peut représenter pour l'économie française. Je vous passe les chiffres sur les Émirats arabes unis. Je pourrais vous les communiquer sans aucun problème et ils sont tout à fait publics. Il faut noter que tant pour l'Arabie Saoudite que pour les Émirats arabes unis, les livraisons de matériel militaire ont augmenté en 2015 et 2016. Ça correspond, donc, comme je le disais, à des contrats signés des mois avant, voire des années avant, donc des contrats signés avant le début du conflit au Yémen. Mais malgré la survenance du conflit au Yémen et malgré la multiplication très largement dénoncée, y compris par les Nations Unies, la multiplication des violations graves du droit international humanitaire, violations graves pouvant être constitutives de crimes de guerre, malgré cela, les livraisons ont eu lieu, et non seulement les livraisons ont eu lieu, mais de nouveaux contrats ont été conclus en 2015, 2016 et on l'apprendra bientôt en 2017, entre des entreprises françaises et l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Or, a priori, pas de problème, sauf qu'en France, les exportations de matériel militaire sont strictement encadrées par 2 textes internationaux, à savoir le traité sur le commerce des armes et la position commune de l'Union européenne, dont la France a été un des fers de lance. On y reviendra sur la question des contradictions. Ces 2 textes, je ne vous les détaille pas, mais ces 2 textes, le traité sur le commerce des armes et la position commune de l'Union européenne, ont en commun d'interdire strictement et de façon très claire l'autorisation d'exportation de matériel militaire s'il existe un risque, juste, il suffit qu'il existe un risque, que ce matériel militaire soit utilisé pour commettre ou faciliter la commission de violations graves du droit international humanitaire ou de violations graves des droits humains quand c'est dans une situation de conflit interne ou de répression interne. Ces 2 textes s'imposent aux autorités françaises. Je dirais quelques mots sur comment les autorités françaises délivrent des exportations d'armement. Pour pouvoir aboutir à une livraison de matériel militaire, par exemple par Thales, à l'Arabie Saoudite ou aux Émirats arabes unis, qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? Thales demande au Premier ministre une autorisation d'exportation. Cette demande d'autorisation d'exportation est transmise à ce qu'on appelle la Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre, on va l'appeler la CIEMG. Cette commission, c'est une commission qui est uniquement composée de membres de l'exécutif, aucun parlementaire, évidemment pas de société civile, donc que des membres de l'exécutif. Elle est présidée par le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale et elle est composée d'un représentant du ministère des Armées, un représentant du ministère des Affaires étrangères et un représentant du ministère du Budget. Ces personnes qui siègent au sein de la CIEMG étudient la demande d'autorisation d'exportation d'armement formulée par l'entreprise et voient si cette demande doit donner lieu à une autorisation d'exportation. Que font les membres de la CIEMG pour rendre leur avis, pour étudier cette question? Ils prennent en compte
on le sait évidemment, les intérêts financiers, diplomatiques, économiques liés à l'exportation. Est-ce que ça va nous rapporter de l'argent? Est-ce que ça va nous aider dans la lutte antiterroriste de vendre des armes à tel ou tel pays? Est-ce que ça va renforcer nos relations avec le pays vers lequel on exporte? Mais ils sont censés aussi tenir compte des critères fixés par le traité sur le commerce des armes et la position commune de l'Union européenne, dont je le rappelle, ces deux textes dont je le rappelle disent qu'il est interdit, il n'est pas opportun, il est interdit d'autoriser l'exportation de matériel militaire s'il existe un risque que ce soit utilisé pour commettre des crimes de guerre et autres violations graves du droit international humanitaire. Donc la CIEMJ se réunit de façon totalement confidentielle, une fois par mois, étudie ces demandes d'autorisation d'exportation d'armement, essaye de voir quel est l'intérêt d'autoriser l'exportation de matériel militaire et voit surtout, en tout cas en théorie elle est censée le voir, voit surtout s'il existe un risque que ce matériel militaire dont l'exportation est demandée puisse être utilisé pour, en gros, taper sur des civils. Ensuite, la CIEMJ donc délibère et rend un avis, c'est juste un avis, au Premier ministre qui prend in fine la décision de signer une autorisation d'exportation de matériel militaire qui s'appelle une licence. C'est une licence d'exportation de matériel militaire. Et ça, c'est un acte administratif signé par le Premier ministre. Donc à la fin du processus, c'est le Premier ministre qui est responsable de la signature de cette autorisation d'exportation. Et à partir de là, l'entreprise a tout le loisir de négocier un contrat avec un pays étranger ou avec une entreprise de défense étrangère et de signer un contrat et ensuite de procéder à la livraison du matériel militaire. La conclusion de tout ça, c'est que peu importe, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que peu importe qu'une livraison d'armes soit opportune sur le plan diplomatique, économique, stratégique, dès lors que ça ne respecte pas les critères fixés par le droit international, traité sur le commerce des armes, position commune de l'Union européenne, cette licence est en fait illégale. Pourtant, alors on se dit, mars 2015, début du conflit au Yémen, dès fin mars, début avril, Human Rights Watch et Amnesty International dénonçaient des attaques délibérées contre des civils, commençaient à parler de possibles commissions de crimes de guerre. Ensuite, depuis lors, les Nations Unies ont publié de nombreux rapports et des communiqués de presse dénonçant eux aussi la commission de violations graves du droit international humanitaire, notamment à travers des frappes aériennes, mais pas seulement, j'y reviendrai, par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et pourtant, la France continue à autoriser, à délivrer des licences. Le Premier ministre continue à signer des licences autorisant des entreprises à vendre des armes à ces deux pays. Des contrats continuent d'être signés, et d'ailleurs on s'en vante assez régulièrement lors de visites en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis. On est assez content, on est assez fiers de revenir avec un contrat de fourniture de matériel militaire. Enfin, on commence à devenir un petit peu plus discret sur la question, on imagine bien pourquoi. Et on continue à livrer, effectivement, du matériel militaire. Ça pose la question de la légalité de tout ça. La légalité des licences, l'égalité des contrats, l'égalité des livraisons. Face à ce doute, l'ACAT et Amnesty International ont mandaté un cabinet d'avocats, le cabinet Ancil, pour répondre à cette question de la légalité. Est-ce que les licences, est-ce que les contrats, est-ce que les livraisons sont légales du point de vue du droit international? Le cabinet a rendu public, nous avons rendu public avec le cabinet cette étude, une étude de 90 pages qui est publique, que vous pouvez retrouver sur nos sites internet respectifs, et qui conclut qu'il existe un risque juridique extrêmement élevé que les transferts d'armes de la France vers l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis soient illégaux au regard de ses engagements internationaux. Pourquoi? Parce que la France ne pouvait pas ignorer, sauf à ce que l'exécutif vive dans une grotte, mais on sait bien que ce n'est pas le cas, la France ne pouvait pas ignorer les attaques contre des civils perpétrées par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis depuis le tout début du conflit, donc depuis fin mars 2015, et pourtant elle a continué donc à autoriser l'exportation, livrer du matériel militaire vers ces deux pays, du matériel qui, d'après nos premières analyses, peuvent servir à commettre ou à faciliter la commission de violations graves du droit international humanitaire. Je vous donnerai juste quelques exemples de matériel militaire concerné. On a livré des véhicules blindés. On a livré des systèmes d'artillerie de gros calibre à l'Arabie Saoudite. On parle, ça reste à confirmer, on va voir si ça figure dans le prochain rapport de la France au traité sur le commerce des armes. On parle de la livraison de nouveaux canons César, dont on a vu des photos Twitter qui ont été analysées, géolocalisées, circulent sur Twitter, donc montrant des canons César déployés dans le cadre du conflit yéménite. On n'a pas la preuve, on n'a pas le smoking gun, on n'a pas la preuve qu'ils ont effectivement tué des civils, mais enfin on sait que les canons César
dollars ont été déployés dans le cadre du conflit yéménite. On a livré des fusils de précision, donc ça c'est de sources officielles. On a livré, chose très intéressante, ce qu'on appelle des potes Damoclès. Sont des potes de désignation laser. En fait, c'est du matériel militaire qu'on fixe sous des avions, F-16 notamment, mais pas que, donc sous les avions saoudiens, et qui aident à mieux cibler selon qui on veut cibler, hein. En l'occurrence, soit l'Arabie Saoudite commet énormément d'erreurs de tir, soit effectivement elle cible des hôpitaux, des mariages, etc. En tout cas, on vend ce type de matériel militaire qui clairement peut servir à commettre des violations graves du droit international humanitaire. On vend aussi, et là c'est important de le mentionner, on vend aussi des intercepteurs, des patrouilleurs à l'Arabie Saoudite et des corvettes Gowin. Donc ça c'est du matériel maritime qui peut servir, qui peut être utilisé dans le cadre du blocus. Vous avez tous entendu parler du blocus imposé par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis au Yémen, qui empêche l'acheminement de biens de première nécessité et de l'aide humanitaire. Or, ce blocus, à certains égards, c'est pas seulement répréhensible hein, du point de vue éthique et moral, à certains égards, ce blocus constitue une violation grave du droit international humanitaire, et s'il est intentionnel, et évidemment, c'est pas une erreur, hein, le blocus, il constitue un crime de guerre. Donc on vend aussi du matériel militaire qui peut servir à affamer les populations civiles. Et en fait, on n'a pas de chiffres dessus, donc c'est très dur de communiquer là-dessus, mais on rapporte, somme toute, par rapport au conflit syrien ou à d'autres conflits, on rapporte peu de morts civiles du fait des frappes au Yémen. Mais ce sur quoi on a des difficultés à communiquer, c'est sur les milliers, et certainement les dizaines de milliers de morts du fait de la famine, du fait de l'absence d'accès aux soins, puisque 55% des établissements sanitaires au Yémen ont été détruits ou privés de médicaments ou d'électricité ou autres et ne peuvent plus fonctionner. Et donc il y a énormément de morts civiles du fait de ce blocus. Vous me dites hein, quand je... Voilà. Ok, je me dépêche. Donc voilà ce qu'on a fourni à ces deux pays, et j'en passe, hein, ce sont que quelques exemples, depuis le début du conflit. Je vous renvoie à l'étude pour avoir une longue liste, il y a des pages et des pages de listes de matériel militaire dont l'exportation pose question. Et cette liste est loin d'être exhaustive. Pourquoi elle est loin d'être exhaustive? Parce que, comme vous le savez, en France, la vente d'armes est un domaine totalement opaque. Totalement opaque. On a lancé une campagne à la CAT en février, et maintenant on fait une grosse campagne de plaidoyer avec Amnesty International, avec la IDL, etc., avec d'autres ONG, où on interpelle les députés en leur disant « mais possiblement la France, enfin on a de sérieux doutes sur la légalité des agissements de la France, on soupçonne la France d'avoir violé ses engagements internationaux, ce qui n'est pas rien, hein, ce qui peut se prêter à des actions contentieuses, à des plaintes contre l'État français, des recours en excès de pouvoir contre des licences, à des plaintes contre les entreprises françaises. On a ces doutes-là, vous, députés, que faites-vous? Pourquoi vous ne vous emparez pas du sujet? Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas pipe et mot au sein de l'Assemblée nationale? Alors maintenant, ça commence à bouger, mais beaucoup de députés nous répondent « mais le gouvernement est totalement transparent. Chaque année, le gouvernement publie un rapport sur les ventes d'armes. » Effectivement, chaque 1er juin, le ministère des Armées publie un rapport qui fait l'objet parfois, assez rarement, de présentations physiques à l'Assemblée nationale, mais en tout cas publie un rapport faisant état de sa vente, des ventes d'armes et des licences octroyées l'année précédente. Or, ce rapport ne mentionne aucune donnée, ne précise pas quelles armes on a vendues à qui, ne précise pas quelles armes on a livrées à qui, ne précise pas quel est le destinataire final, c'est-à-dire que si on livre des armes à l'Arabie Saoudite, quelle force saoudienne est censée l'utiliser. Ce rapport ne mentionne absolument rien en fait, absolument aucune information qui serait nécessaire pour évaluer la légalité des licences et la légalité des livraisons de matériel militaire. On ne sait pas quel matériel militaire a été livré, à quel destinataire final, pour quel type d'utilisation. On n'a pas toutes ces infos. Donc c'est un exercice de transparence somme toute relatif. Tout ce que dit le rapport, c'est qu'on a vendu pour tant de milliards, ou on a livré pour tant de milliards de matériel militaire à l'Arabie Saoudite, mais on ne sait absolument pas ce qu'on leur a vendu. On a un peu plus d'informations dans un rapport qui est adressé chaque année depuis 2015 par la France au secrétariat du traité sur le commerce des armes. Donc je rappelle que la France a été un des pays moteurs dans l'adoption de ce traité sur le commerce des armes, donc qui régit et qui limite, qui encadre les exportations d'armement des pays. Et chaque année, donc, la France soumet un rapport. Alors ce rapport, il se soumet des informations sur le matériel que la France a livré, matériel militaire que la France a livré à tel et tel pays. En gros, c'est un tableau d'une page
avec quelques petites informations non détaillées sur les livraisons de temps de chars Aravis à l'Arabie Saoudite. On n'a guère plus de détails et ça concerne qu'une certaine catégorie limitée de matériel militaire. Ça ne concerne pas les munitions, ça ne concerne pas les pièces composants, le maintien en conditions opérationnelles, les formations, etc. J'en termine très vite. Donc, une opacité totale. On sait que la loi antiterroriste, on le sait, donc comme je l'ai mentionné en introduction, que la loi antiterroriste n'est certainement qu'un des motifs réels qui justifie les exportations de matériel de guerre à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Cependant, c'est le motif qui est le plus mis en avant par l'exécutif, car on sait que ce motif a la faveur de l'opinion publique. On sait, on l'a vu depuis le début du colloque, que la lutte antiterroriste peut faire avaler bien des couleuvres. Toutefois, n'oublions pas que le fameux droit à la sécurité qui émerge de plus en plus comme un droit fondamental dans le discours politique n'est pas sans limite et que l'une de ces limites est l'interdiction absolue, et c'est une interdiction qui est au plus haut sommet de l'ordre juridique international, l'interdiction de concourir à la commission de crimes de guerre et autres attaques contre des civils. Le traité sur le commerce des armes et la position commune sont très clairs à cet égard. Il ne revient pas à l'exécutif français. L'exécutif français n'a pas cette possibilité, cette prérogative de faire prévaloir les nécessités de la lutte antiterroriste sur ses engagements internationaux. Ce n'est pas seulement une question politique, c'est une question de légalité, avec toutes les conséquences que ça peut avoir en termes de contentieux, comme je l'ai déjà mentionné. Donc c'est pour ça qu'on a lancé cette campagne conjointe pour demander aux députés de s'emparer du sujet, parce que le rôle des députés, avant tout, c'est de contrôler la légalité des actions de l'exécutif. Et donc, on a demandé aux députés de s'emparer du sujet en obtenant la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la légalité des ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis dans le cadre du conflit au Yémen. Voilà. On peut citer le nom de... C'était Sébastien Lado, non, qui a pris l'initiative. Si un jour vous êtes convié à une... peut-être même dans cette enceinte, à une réunion qui vous explique l'origine du terrorisme et où s'exprime directement ou par journalistes du genre de ceux qu'a évoqué Stéphane Lacroix tout à l'heure, interposer des acteurs de ces pays dont on vient d'analyser la nature de la relation qu'ils ont avec la France, soyez prudents. Il y a énormément ces temps-ci de réunions explicatives à Paris où on vient nous vendre des recettes de la lutte contre le terrorisme. Sachez que derrière, il y a ces mécanismes essentiels dont Hélène Leget nous a rappelé l'existence. En France, on peut, même si personne ne frappe à la porte, on peut être plaqué en slip par terre à tout moment de la nuit, agonie d'injures, y compris racistes. C'est l'effort législatif consenti par notre société pour lutter contre le terrorisme. Il faut le savoir, il faut connaître l'arsenal judiciaire. On a dit tout à l'heure la torture ou tous les raccourcis des droits humains ne nous protègent contre aucune radicalisation, ils accélèrent le cycle. Et c'est assez vraisemblablement un des pièges dans lequel nous semblons, enfin dont nous ne sommes pas complètement protégés. C'est ce que Hassina Meshaï et Siham Zine vont nous expliquer maintenant. J'espérais qu'elles auraient un exemplaire. Non, vous n'avez pas. Si hein, comme ça, on le montrera. C'est ce qu'elles nous ont déjà expliqué et qu'elles vont nous résumer maintenant dans cet ouvrage qui s'appelle « L'état d'urgence permanent ». Merci. Merci. Bonjour à tous. Merci, Monsieur Burga. Mais je vais prendre pour fil rouge de cette allocution la jeunesse de ce livre, L'état d'urgence permanent. Et ensuite, je laisserai Siham Zine détailler les actions de l'ADM et les problématiques rencontrées alors. Alors, nous nous sommes posé deux simples questions lorsque nous avons entrepris de rédiger ce livre. L'état d'urgence était-il utile et a-t-il été efficace ? Alors, pour répondre à la question de son utilité, je citerai simplement deux personnes, François Hollande et Laurence Blisson. L'ancien président déclara dans le livre de Davé et l'Homme, les deux journalistes du Monde, je cite, « Oui, il y a eu des abus, des excès, les préfets en profitent pour faire autre chose que de la lutte contre le terrorisme. En fait, au bout de 48 heures d'état d'urgence, ceux qui ont des armes les mettent à l'abri. » Donc, le gardien des institutions ajouta
C'est vrai, l'état d'urgence a servi à sécuriser la COP21. C'est ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Donc vous avez le gardien des institutions de l'époque qui admet benoîtement que l'état d'urgence a pu servir simplement pendant 48 heures. On a interviewé des députés, des policiers qui nous ont dit 1 semaine, 2 semaines, mais pas au-delà. Et j'ajouterais que l'état d'urgence n'a pas servi seulement contre la COP21, mais aussi contre les mouvements sociaux lors de la loi El Khomri. Mais nous y reviendrons. La deuxième personne interviewée dans le livre est Laurence Blisson, et elle aussi nous donne un éclairage très intéressant sur l'utilité de l'état d'urgence. Je rappelle qu'elle est secrétaire générale du syndicat de la magistrature. Selon elle, le droit pénal antiterroriste français qui existait à l'époque de l'instauration de l'état d'urgence et qui est un des plus répressifs d'Europe permettait déjà de larges mesures de lutte antiterroriste. Perquisition de nuit, détention provisoire. Mais la différence avec l'état d'urgence, c'est que toutes ces mesures étaient accompagnées d'une série de garanties. Tout se fait avec le contrôle d'un juge judiciaire en amont, et ça c'est très important, sur la base d'une infraction pénale avec un débat contradictoire, une procédure écrite contradictoire, qui permet de se défendre. Avec l'état d'urgence, plus de contrôle a priori du juge, nous tombons dans la seule mécanique administrative et a posteriori. La seconde question, l'état d'urgence a-t-il été efficace ? Ce que disait Mme Garrigos est très vrai. Nous avons eu aussi énormément de mal à nous procurer les chiffres. Le ministère de l'Intérieur a été assez réticent à nous les communiquer. Mais d'après ce que nous avons trouvé, on a eu 4 534 perquisitions administratives en 2 ans, 750 assignations à résidence ordonnées. Et je mets de côté les fermetures de lieux de culte et les interdictions de sortie du territoire. Sur toutes ces mesures, 23 procédures ont été ouvertes. Madame Garrigos en a parlé. Et je précise également que sur ces 23 procédures ne signifient pas condamnation et que l'essentiel des dossiers visait des faits de droit commun, détention d'armes, stupéfiants, apologie du terrorisme et consultation de sites djihadistes. On a fait un calcul très simple avec SIAM. On a ramené ces 23 perquisitions simplement au nombre de ces 23 procédures, simplement au nombre de perquisitions administratives. On obtient un ratio de 0,5%. C'est-à-dire que, déjà, 0,5, c'est infinitésimal, mais si on additionne perquisitions administratives, assignation à résidence, IST, etc., le ratio est encore plus minime. Donc, d'après ce qu'on a conclu dans le livre avec la rencontre de juristes, de députés, de gens très près du terrain, l'état d'urgence n'a pas semblé si efficace ni si utile. Donc la question est, pourquoi a-t-il duré ? Pourquoi est-il allé de prolongation en prolongation ? À cette question, je vais répondre déjà en 2 temps. Pourquoi a-t-il duré ? Tout simplement parce que l'état d'urgence porte en lui sa propre justification. Qu'il n'y ait pas d'attentat, et le voici justifié. Qu'il y ait un attentat, et le voici raffermi, voire approfondi. La deuxième question, quelles conséquences porte l'état d'urgence sur la société française ? Écoutez, là, je vous donne en vrac des choses. Vous les trouverez de façon beaucoup plus approfondie dans le livre. D'abord, ce qu'on a pu observer, moi en tant que journaliste et juriste, et Siem en tant qu'actrice associative, c'est que l'état d'urgence renverse les principes fondamentaux de notre droit. Ce sont les notes blanches dont Mme Garrigos a parlé. Ces notes blanches, pour vous préciser, ce sont des notes sans en-tête, non signées, des services de renseignement, et qui servent la plupart du temps de base aux mesures privatives de liberté. Et Madame Mireille Delma-Marty, que j'aime beaucoup citer parce que je trouve qu'elle a trouvé la formule qui résume bien l'état d'urgence, qui est donc professeure honoraire au Collège de France, a qualifié l'état d'urgence de rupture anthropologique. Elle estime que c'est une conception sécuritaire qui conduirait à une société de l'éternelle suspicion. Deuxième point qu'induit l'état d'urgence, tout simplement la création d'un ennemi intérieur. L'état d'urgence intervient dans un climat de centralité médiatique et politique des musulmans et de l'islam à minima. Et il a été compris par certains assignés et perquisitionnés comme la continuité d'un climat islamophobe par les mêmes moyens.
On a pu entendre parmi les personnes interviewées, et on en a interviewé pour le livre 25 parmi les 300 dossiers que SIEM a pu traiter, on a pu entendre « il nous assigne car nous sommes musulmans ». Et cette remarque fait étrangement écho à ce qu'on a pu entendre au lendemain des attentats, où on a entendu, plus ou moins en filigrane, on nous attaque pour ce que nous sommes. Et ce qui est assez déplorable dans tout cela, c'est que finalement, ça revient exactement à ce que dit la propagande de Daesh, qui définit cette zone grise où cohabitent les musulmans et les non-musulmans, et le but est justement de créer des antagonismes. Et c'est exactement à ça qu'on est arrivé avec l'état d'urgence. Troisième point, l'état d'urgence constitue une arme de fragmentation sociale massive. Certains des assignés, j'aimerais préciser cela parce que je pense qu'on a eu tendance à confondre et à amalgamer. Certains des assignés perquisitionnés vivaient dans des quartiers populaires, mais pas tous. La sociologie de ces personnes est beaucoup plus compliquée et beaucoup plus subtile que ce qu'on a bien voulu entendre. Mais pour ceux qui vivaient effectivement dans les quartiers populaires, tous nous ont dit qu'ils observaient un hiatus entre ce qu'ils vivaient et ce qu'ils voyaient dans les médias. C'est-à-dire qu'on voyait le ministre de l'Intérieur ou le Premier ministre aller devant les caméras et se vanter d'une politique de chiffres. Et eux, ce qu'ils constataient, c'était des familles apeurées, des dégâts matériels. Et on a eu des phrases comme « dans le quartier, on se demandait à qui serait le tour la nuit suivante ». Ensuite, l'état d'urgence a réactivé une mémoire encore à vif. Et cela, je pense qu'on ne l'a pas assez souligné, celle tout simplement de la colonisation. Parce qu'il y a quand même une maladresse, et c'est le moins qu'on puisse dire, à avoir réactivé pour instaurer l'état d'urgence une loi du 3 avril 1955 qui a été justement prise pour réprimer la révolte algérienne au lendemain de la Toussaint sanglante du 1er novembre 1954. Et n'oubliez pas que l'état d'urgence a été réactivé en 2005 lors de la révolte des quartiers populaires. Donc vous avez une espèce de continuum comme ça, colonial, qui a complètement été occulté par les pouvoirs publics et qui a pourtant été ressenti dans les quartiers populaires. On constate également, et je crois que Mme Garrigos en a parlé, une utilisation opportuniste de l'état d'urgence, un véritable effet d'aubaine qui est juste, qui confine au cynisme. L'état d'urgence a débordé, entre guillemets, du côté des militants écologistes, des mouvements sociaux comme contre la loi dite El Khomri. C'est quand même un régime juridique qui est censé contrer le terrorisme, nous protéger, et qui a été utilisé sciemment en dehors de ce but. Ensuite, l'état d'urgence a été porté par l'idée d'une guerre contre le terrorisme. Et il porte en fait vraiment l'empreinte de ce paradigme qui est né au lendemain des attentats de 2001 aux États-Unis. Or, cette idée de guerre contre le terrorisme est une contradiction en elle-même, puisque la guerre se définit justement par la possibilité d'identifier de façon certaine l'ennemi à combattre. Dans cette guerre contre le terrorisme, l'ennemi doit rester vague, omniprésent, volatile et flottant, ce qui permet à l'État un large spectre d'actions et de réponses. Et toute dimension politique, et je crois que c'est M. Burga qui l'a évoqué, toute dimension politique des questions posées par les attentats a été très rapidement évacuée par François Hollande. Je vous recommande un petit exercice qui est très amusant à faire, amusant entre guillemets, c'est de comparer le discours qu'a prononcé François Hollande lors de son hommage aux victimes le 27 novembre 2015 dans la Cour des Invalides et de le comparer justement avec le discours prononcé par George W. Bush au soir du 11 septembre. Je vous cite juste un extrait qui est très lyrique mais que je trouve très intéressant. Que veulent les terroristes? Nous diviser, nous opposer, nous jeter les uns contre les autres. Je vous l'assure, ils échoueront, ils ont le culte de la mort. Mais nous avons l'amour de la vie. Et justement, la question c'est, est-ce que la France était prête, après les attentats, à être interrogée sur sa politique intérieure, sur ses failles sociales et ses failles sociétales, tout comme sur sa politique étrangère? Il me semble que non. C'est la conclusion à laquelle on est arrivé avec SIEM dans le livre. Parce qu'il s'agissait de poser sur ces attentats un regard politique et pas seulement sécuritaire ou pas seulement religieux.
l'état d'urgence, à notre sens, a pu servir à justement évacuer ces questions dans une espèce de déploiement de forces opacifiantes. Et paradoxalement, l'état d'urgence a été une façon d'agir pour mieux éviter d'agir, de répondre pour mieux éviter de répondre. En somme, si on reprend une phrase de Clausewitz qui est assez connue, l'état d'urgence est une forme de prolongement de l'absence de politique par d'autres moyens qui ont tous été sécuritaires. L'état d'urgence, je continue dans ma lancée pour finir, l'état d'urgence a interrogé également les rapports structurels qu'entretiennent la violence d'État, la militarisation du maintien de l'ordre public, la question du terrorisme et la gestion intérieure des populations, notamment dans les quartiers populaires. Ce qui est très intéressant aussi à observer quand on approfondit les textes législatifs, c'est qu'on observe que l'état d'urgence brouille toutes nos distinctions habituelles. La frontière qui sépare les enquêtes criminelles de celles des services secrets, la sûreté intérieure de celle de la question de la sécurité extérieure. On note par exemple une chose toute simple, que si toute opération militaire extérieure donne lieu à un débat public, le déploiement de soldats français sur le territoire national n'a donné lieu à aucun débat public. Ce qui quand même pose question, à mon sens. Les attentats ont posé indirectement, au final, la question de savoir à qui devait revenir le monopole de la violence légitime, à l'armée ou à la police. Qui doit mener la guerre au terrorisme à l'intérieur même des frontières. La question n'est pas que théorique, à mon sens, mais interroge notre démocratie. Je voudrais conclure et laisser la parole à Siem, simplement par ceci. L'état d'urgence n'a pas été simplement une question de loi, d'arrêté, de texte. Il a été également et surtout l'indice d'un état d'esprit. C'est en cela qu'il est dangereux, parce qu'il a contaminé par la suite et par capillarité certaines lois pénales qui ont été prises après son instauration. Il est un état d'esprit de l'état d'urgence comme il est un esprit du terrorisme, pour reprendre le mot de Baudrillard. Et cet esprit de l'état d'urgence est tout autant hyper réel, noyé dans la réponse d'immédiateté à l'événement traumatique, donc tout autant déréalisant. En tout cas, il a été déréalisant pour les victimes. Et une chose que j'aimerais vraiment que vous compreniez, c'est que l'état d'urgence n'a pas été indolore. Il a été peut-être invisible pour la majeure partie de la population, mais pour les victimes, et j'emploie sciemment le terme victime, il n'a été absolument pas indolore. Les personnes que nous avons rencontrées font état de véritables traumatismes qui relèvent juste de la brutalité policière et de l'arbitraire d'État. Donc, avec l'état d'urgence, il me semble, et là je n'engage pas Siem, mais je m'engage toute seule, que l'État n'a pas été à la manœuvre, mais seulement dans la réaction. Et cet esprit de l'état d'urgence n'a pas fini de hanter la France, puisque, contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas sorti de l'état d'urgence, il a été, par une pirouette juridique, pérennisé dans une loi, la loi SILT, qui a été adoptée à la fin de l'année 2017. Voilà, je laisse Siem parler. Merci infiniment. Merci Assina. Vous nous avez rappelé une réalité qui est indicible, mais qui tient en peu de mots. Notre réponse, pour l'essentiel, notre réponse au phénomène terroriste n'a pas été une réponse politique. Elle a été et elle demeure une réponse politicienne. Siem. Merci. Oui, alors bonjour. Je vous remercie déjà de nous accueillir ici. Alors donc je suis présidente de Action Droits des Musulmans. C'est une organisation qui a été créée pendant l'état d'urgence pour répondre aux besoins des personnes qui ont été perquisitionnées, assignées à résidence. Donc tout de suite, on a mis en place un travail avec Amnesty International Grande-Bretagne et France, et le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France. Au jour d'aujourd'hui, c'est une plateforme d'ONG où il y a Human Rights Watch aussi, et on travaille donc c'est sur ces mesures-là. Nous, notre travail, ça a été d'accompagner les personnes dans leur démarche pour arriver à retrouver leurs droits. Donc on a eu des personnes qui étaient perquisitionnées, des personnes qui étaient assignées, des personnes qui ont eu des cartes de retrait de travail, des personnes qui ont eu des retraits d'agrément d'assistante maternelle, des personnes qui ont eu des enquêtes sociales, la protection de l'enfance pour islamisme radical, pour voilà. Donc
je ne reviens pas sur les chiffres, mais sur peut-être un chiffre qui n'a pas été donné, c'est les 19 fermetures de mosquées pendant l'état d'urgence. Donc nous, sur l'ADM, on a traité à peu près 300 cas, donc 200 de perquisitions et 87 assignations à résidence. Il y a d'autres cas en dégradé, mais il y a aussi des cumuls en fait, de mesures, parce qu'il y a des personnes qui vont cumuler 6 mesures, dont les IST, qui est une loi, une interdiction de sortie de territoire, qui est une loi du mois de novembre 2014. Qui avait été faite par le gouvernement d'alors. Donc, on va revenir au cœur du problème rapidement. Ces problématiques sont installées en fait sur les signes de radicalisation. Et c'est en ça que je voudrais insister. Les signes de radicalisation, c'est une circulaire qui a été faite à l'initiative donc Bernard Cazeneuve avait demandé à Dounia Bouzard, à l'époque, il lui avait donné des cassettes d'audio d'enfants qui étaient, de petits jeunes qui étaient partis en Syrie. Il lui avait dit, voilà, en 6 heures, et elle donne une lettre qui est disponible, où elle répond à la sénatrice qui avait fait, Ben Bassa, qui avait fait la contre-enquête sur la radicalisation, et elle dit, j'ai eu 6 heures pour mettre ça en place. Et Luc Latte, en fait, il l'a récupéré derrière et l'a appliqué. Et ce qui est dérangeant pour nous, c'est qu'on retrouve ces critères-là dans les assignations à résidence et dans les différentes mesures. Un exemple, la barbe, la conversion est un des motifs d'assignation à résidence ou qui va conduire à. Donc, les signes de pratique religieuse musulmans assidus d'apparence sont des critères de radicalisation en France. Et c'est en ça que c'est dérangeant. La rapporteure spéciale des Nations Unies vient de faire un communiqué en disant que la communauté musulmane était une communauté de suspects. Donc depuis, on est rentré dans une communauté de suspects. Nous, on a été entendus donc, par la commission des lois, par le rapporteur Gauvin, auquel l'ADM a donné en fait 7 propositions sur 14 propositions sur les 14. Il y en a 7 qui ont été introduites dans SILT, la loi donc, qui est passée au 30 novembre, qui reprend en fait exactement les mesures d'état d'urgence, hein. Perquisition, assignation à résidence, périmètre de sécurité, fermeture de lieux de culte, radicalisation des fonctionnaires aussi, parce que c'est aussi, on jette aussi dans la police, hein. C'est pas seulement que dans la société civile. Donc voilà, on a une société de suspects, sur laquelle on va commencer à suspecter des choses. Il a mangé halal, voilà, il faut ficher. Et donc, à l'époque, il y avait une circulaire que Valls avait fait circuler qui disait que toutes les instances, donc la protection de l'enfance, l'éducation, le sport, toutes les institutions, elles avaient en fait cette fiche et il fallait remonter ces signes de radicalisation. Pendant l'état d'urgence, il y a une plateforme qui a été beaucoup utilisée, c'est Stop Djihadisme. Alors cette plateforme, c'est une plateforme de délation. Quand on a un conjoint qui a envie de régler ses comptes avec son ex, quand on a un patron qui a envie de virer quelqu'un, quand on a un voisin qui n'est pas content de son voisin, on appelle et puis il n'y a aucune poursuite judiciaire. Donc il y a eu beaucoup de dénonciations calomnieuses et on ne peut rien faire parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une note blanche, c'est un format A4 où il n'y a pas d'entête, il n'y a pas de signature, donc on ne peut pas porter plainte pour diffamation. Et de toute façon, même dans les recours, il faut que la personne ait un sentiment, enfin qu'elle sache à peu près d'où ça vient pour qu'on puisse reconnaître. Sinon, en aucun cas, on a eu, voilà, c'est telle personne qui nous a dit ça. Ça n'existe pas. Maintenant, ça c'est sur l'application. Donc, ce qui se passe en fait dans cette histoire, ce qui est grave, c'est qu'on fait une confusion entre des signes d'appartenance religieuse musulmane et des signes de radicalisation, qui est un mot fourre-tout, mais d'extrémisme violent, on va dire ça comme ça. Et pour eux, en fait, plus. Alors, ça veut dire que plus on va être religieux et plus on va être dangereux. Et en même temps, ce qui est marrant, c'est que, c'est l'ironie du sort, c'est que dans les recours, dans les mémoires du ministère de l'Intérieur, il nous répond, mais aussi, il se dissimule. Donc, si on apparaît musulman, on est visé. Et puis, si on est trop occidental, en fait, on se dissimule. Voilà. Donc, vous choisissez la case dans laquelle vous voulez aller. Ensuite, sur donc, ce qui s'est passé. Donc, nous, dans notre travail d'enquête, on a fait un travail de fond. On ne met pas la faute ni sur les agents du renseignement, ni sur les services de police. Qu'on a eu des services de police qui faisaient signer des personnes qui nous disaient vous remontez à votre hiérarchie, qu'on en a ras-le-bol. On ne sait même pas ce que ces jeunes ils viennent faire là. On s'en fout, on en a marre. On ne sait pas à quoi ça sert. Ils se retrouvent dans une action qui est curieuse. Et en fait, ils ne savent même pas à quoi la personne qui vient signer, ce qu'on lui reproche ou pas. Et quelquefois, ça se passe bien et quelquefois, ça se passe mal. Enfin, la personne qui vient signer se retrouve humiliée par des réflexions ou une manière de faire
de l'agent qui est en face, parce que lui-même, il ne sait pas pourquoi elle vient signer pour son assignation à résidence. Si une personne rate son pointage, donc son assignation à résidence, il est possible que cette assignation à résidence, donc pas fondée, qui est une note blanche, donc qui est une inversion de la charge de preuve, parce qu'on vous suspecte, mais il n'y a pas de preuve, c'est voilà, à peu près, c'est peut-être ça. Donc, c'est très difficile de se défendre. Il y a eu très peu d'annulations. Il y a eu en tout, il faut le dire, au 30 octobre, 7500 mesures au total qui ont été appliquées. Entre les perquisitions, c'est une étude du CREDOF qui est sortie pour le défenseur des droits, sur laquelle vous pouvez la retrouver. Donc, voilà. J'ai tellement de choses à vous dire. Oui, voilà. Donc, il y avait une étude du PNUD de l'ONU, on va mettre ça en parallèle, qui prenait en fait les signes de radicalisation. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une étude sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est sur 718 cas. Donc, ils ont relevé certains critères. Elle est récente, hein, elle est l'année dernière. Donc, l'exclusion, l'abus de pouvoir, 71% d'actions du gouvernement d'oppression amènent à un engagement, un endoctrinement en fait vers des groupes djihadistes, que ce soit Boko Haram ou Daesh ou compagnie. À l'inverse, les personnes, elles disent en fait 54%, elles affichent des prétextes religieux, mais en recherchant en fait, les personnes, elles n'ont pas de connaissance de base de la religion musulmane. Et contrairement, ils ont fait une autre enquête derrière et on s'est aperçu, en fait, ils se sont aperçus que plus la personne, elle apprenait la religion et les bases de la religion, et moins elle était hermétique à ces mouvements-là. Elle était, en fait, ça la cadrait. Donc, en réalité, tout ce qu'a fait le ministère de l'Intérieur, c'est qu'il a eu une politique de maintien à l'ordre public, parce que c'est pas de la lutte contre du terrorisme, hein. Il y a quand même une sacrée marge de voix et de loi en France pour ça. C'est que ça a été complètement contre-productif. Donc en fait, ça va créer le terreau qui va faire qu'il va y avoir des problèmes. Alors nous, en tant qu'organisation, on est inquiets à l'ADM parce qu'on a suivi donc pas mal de cas. Mais on se pose la question, il n'y a eu quand même que 10% des personnes qui ont fait un recours. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des autres? Elles n'ont pas été suivies, elles n'ont pas eu d'interlocuteur, elles prennent ça comme ça, les enfants sont traumatisés. Enfin, je vous conseille le livre. On a fait un petit rapport, mais le livre, on l'a vraiment fait pour que vous ayez en fait l'impact des témoignages et ce qui s'est passé réellement. Et on peut mesurer, quand on recherche un peu sur la question, ce qui peut se passer après. Donc ces personnes-là, elles doivent être absolument accompagnées. On ne peut pas les laisser comme ça. Il faut une réponse. Il faut que le ministère leur dise de l'Intérieur, il y a une fin de mesure, ou bien on est désolé. Enfin, à un moment, leur vie, en fait, elle s'est arrêtée à la perquisition ou à l'assignation. Voilà. Maintenant, la loi SILT, c'est quoi ? Et c'est pas moi qui le... Enfin, nous, on le dit, mais là, c'est le rapporteur spécial des Nations Unies qui est venu dans une visite pendant 10 jours. C'est un état d'urgence de facto dans le droit humain. Donc on a beau nous dire, oui, non, c'est équilibré, c'est pas un état d'urgence, c'est un état d'urgence. Et il est là le problème. Donc en fait, on a une loi d'exception pour une minorité musulmane qui est visée comme suspecte. Et là, pourquoi c'est contre-productif? Parce que justement, la communauté musulmane, on lui reproche le terrorisme, mais on ne lui explique pas comment est-ce qu'elle pourrait faire repérer ces personnes, comment est-ce qu'elle pourrait agir, comment est-ce qu'elle pourrait travailler. Et on est dans un bras de fer où c'est vous et nous, et les terroristes, c'est vous et nous. Et voilà, donc on est dans une situation qui, à mon sens, me semble très dangereuse. Et on est à une période en fait charnière dans laquelle on peut essayer peut-être de remettre les choses en équilibre et apaiser les choses. On va prendre parallèlement. Il y a un rapport d'Interpol qui dit que l'année dernière, il y a eu 456 arrestations de djihadistes en France. Parallèlement, en Espagne, il y en a eu 120. 35 en Allemagne et 149 en Grande-Bretagne. Pour vous dire que l'arsenal législatif antiterroriste en France, il est très puissant. Donc on n'avait vraiment pas besoin de ces mesures-là. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc voilà, sur la politique, c'est bon. Oui, sur le chiffre, sur la transparence des données. Alors la transparence des données, il y a une commission de contrôle parlementaire qui est censée contrôler bien l'application des lois. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a la commission de contrôle, on a été... elle contrôle, elle va voir la préfecture, le préfet, le ministère de l'Intérieur, voilà. Ils se voient entre eux, mais jamais ils vont contrôler les personnes et l'impact. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils contrôlent? La première question.
je leur ai envoyé des documents, enfin, à l'ancien gouvernement qui m'avait répondu je ne peux pas en fait faire ce genre de travail, je suis limitée dans mon mandat. C'est la même chose pour celui-là. Donc on est dans le même problème. Quand vous regardez, vous rentrez dans le site de l'Assemblée nationale, on trouve d'un côté alors le nombre de mesures, de MICAS, maintenant les assignations de résidence et les MICAS, le nombre de fermetures de lieux de culte, des nombres, mais vraiment, en fait c'est très vaste, il n'y a rien de précis, on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas c'est où, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a des personnes qui cumulent, qu'est-ce qui s'est passé après la mesure, en fait on n'a rien. Donc au réseau anti-terreau droits humains, avec les organisations, la plateforme des organisations, on a fait une lettre de transparence des données à Cazeneuve, où on avait fait une liste de choses. Et d'ailleurs, c'était le syndicat de la magistrature qui avait listé ce qu'il fallait vraiment, enfin, pour être le plus complet possible, parce qu'on est plusieurs organisations, et chacune, elle avait son angle, et on n'a pas eu de réponse. Et là, on a renvoyé une au gouvernement pour avoir une réponse. Voilà. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Merci infiniment d'avoir complété pour nous. Peut-être, je vais juste rajouter quelque chose. Désolée. Oui, c'est important. En fait, cette loi, elle a été faite pour couvrir le travail de sécurité sur le terrain, mais en réalité, elle a été contre-productive. Elle coupe les renseignements de leurs sources sur le terrain. Enfin, on regarde, quand vous regardez dans le livre, des fois, ils galèrent pour avoir une voiture, un téléphone. On ne leur donne pas les moyens, en fait, pour faire leur travail sur place, et on ne les écoute pas. Et la haute hiérarchie, elle est toujours en train d'aspirer, leur demander des notes. Peu importe si il n'y a pas de résultat, mais ils veulent juste de l'information. Et là, ils croulent sous l'information. Donc, voilà. Merci infiniment. Pour rappeler l'une des failles de notre logiciel, de la perception de ce qui serait la radicalisation, j'aime bien, mais c'est un collègue que j'emprunte ça, de transporter dans la religion chrétienne. Si on se déplace dans le terrain de la christianité, les premiers à qui on devrait passer les menottes, ce sont ceux qui se sont laissés envahir 24 heures sur 24 par leur religiosité. Par exemple, les moines contemplatifs. Ils ont une religiosité radicale. Et on voit bien que ces moines ne sont pas demain matin des gens qui vont égorger les... Et cette distinction-là entre une religiosité dont on laisse s'étaler la place dans le vécu et puis le dérapage, elle n'est absolument pas prise en compte par les instruments de mesure que vous avez si bien identifiés. L'apothéose, vous le savez sans doute, de cette journée, c'est les conclusions que nous livrera tout à l'heure Alain Grèche, mais auparavant, il y a place pour des questions de la salle. Je vous en prie, monsieur. Oui, bonjour. J'ai une question pour Madame Hélène Leger. Le traité international que vous mentionnez, est-ce qu'il prévoit des sanctions en cas de violation de la dite disposition? Non. D'accord. Non. Voilà. En fait, on a, si je peux juste élaborer 2 secondes, si un État, par exemple la France, prenons cet exemple, viole le traité sur le commerce des armes, c'est une question à laquelle on est en train de réfléchir aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire du contentieux sur cette question? Enfin, moi, c'est ce sur quoi je travaille parce que je suis juriste de formation. Et donc, c'est si une licence est illégale, si une livraison est illégale, si un contrat de vente d'armes est illégal, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc tout dépend de ce qu'on veut attaquer. Une licence, c'est un acte administratif, on peut l'attaquer devant le tribunal administratif. Le problème, c'est que les licences, c'est confidentiel, on ne les a pas. Donc comment attaquer un acte qu'on n'a pas? Ce qu'on a fait, je vous donnerai juste un exemple sur ce qu'il est possible de faire. À la CAT, il y a 2 ans, on a porté plainte contre une entreprise française qui a vendu des petits capteurs de position à une entreprise israélienne. Une entreprise de défense israélienne, et ce capteur a été assemblé au sein d'un missile qui a tué 3 enfants de la famille Chouheibar en 2014, pendant l'opération Bordure Protectrice. On a porté plainte pour complicité de crimes de guerre, contre l'entreprise française. Donc il y a une instruction judiciaire qui est en cours actuellement. Mais c'est parce qu'on a pu retrouver le capteur sur la scène de crime de guerre et que l'entreprise a eu la bêtise de l'estampiller avec son nom Paris-France. Mais c'est très rare de trouver ce type de preuve et on ne l'a pas trouvé au Yémen pour le moment. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut arriver à quand même porter plainte ou en tout cas faire des recours, que ce soit des recours administratifs ou des recours en droit civil, pour contester la légalité des contrats, sachant qu'on n'a pas la preuve qu'une arme française a servi à commettre un crime de guerre.
Ce que je voudrais rajouter, c'est que d'abord, dans le cas du TCA, la France a été très porteuse au niveau des Nations Unies. C'est vraiment un des pays, à travers sa délégation notamment à l'ONU, qui a vraiment agi pour qu'on obtienne ce traité. Ensuite, ce traité a été signé et ratifié. Il a été mis en œuvre au niveau du droit national et il y a également au niveau européen. Et là, nous sommes au Sénat et quelles que soient les sanctions qu'il pourrait y avoir au niveau international, il me semble tout de même que ce soit les députés ou les sénateurs qui ont un rôle de contrôle sur les ventes d'armes de la France et qui aujourd'hui n'exigent même pas le détail et la transparence de ces ventes d'armes, ont un rôle à jouer à la fois pour appliquer la loi au niveau justement de la transparence des ventes d'armes, d'effectuer ce contrôle, mais aussi d'exercer un contrôle par rapport au gouvernement qui respecte les lois qui sont adoptées et soutenues par les assemblées. Donc là aussi, c'est pas uniquement avoir un recours au niveau international, mais ça relève du rôle des parlementaires. D'autres questions? Oui, madame. Oui, bonjour, je m'adresse à Siem Zine, présidente de l'association de l'Action des droits des musulmans. Je voudrais avoir votre avis sur le cas de Tariq Ramadan. Parce qu'en fait, il est quand même... moi, je trouve pas ça très drôle. Non, en fait, c'est pas du tout le sujet, c'est pour ça. Non, si, puisque vous êtes l'association des actions des droits des musulmans. On est spécialisé sur l'état d'urgence, les lois antiterroristes et les mesures... Oui, mais en fait, comment dire, expliquer mon idée. Par rapport au fait qu'il est retenu... en fait, il y a certaines personnes dans le monde musulman qui pensent qu'il est perçu comme un terroriste, en fait. Donc, par rapport à ça, c'est ça que... Je ne sais pas comment vous exprimer ma question. D'accord, oui, je comprends. Alors, en fait, c'est une procédure judiciaire. En fait, l'ADM, elle se bat pour que les personnes puissent entrer dans une procédure judiciaire. Ils sont dans une mesure administrative avec une note blanche et ils n'ont pas... il n'y a pas de mise en examen. Donc, le fait qu'on mette une personne en procédure judiciaire, elle sait si elle est coupable ou si elle est innocente. Or là, elle reste suspecte, alors qu'elle n'a rien fait. On est dans quelque chose qui est très lourd. Donc ça n'a absolument rien à voir. Quant à voilà, l'affaire Tariq Ramadan, chacun pense ce qu'il veut, je pense, en interne. Et ça, ce sera une position personnelle que je ne suis pas là en fait pour vous donner mes positions personnelles. Là, je suis là pour donner une position sur le travail de l'ADM et ce qu'elle fait. Mais voilà. Mais en tous les cas, il bénéficie d'un procès, d'un cadre juridique, d'une procédure en tout cas judiciaire. Quelle que soit la qualité, le syndicat de la magistrature milite beaucoup pour les comparutions immédiates et où il y a beaucoup de problèmes de défense. Donc on va retrouver, si vous voulez, on va un peu noyer le poisson dans l'eau, mais ce sont des problèmes dans les comparutions immédiates ou ce type de procédures qui sont récurrents et qui touchent beaucoup les quartiers, les personnes de confession musulmane, ce qu'on retrouve le plus dans les prisons parce que justement un manque de moyens, donc un manque d'accès à des bons avocats. Mais il me semble qu'il a de très bons avocats. Voilà. Oui, Madame Garrigos. Oui, ce que je voulais rajouter par rapport à ce que Sienne vient de dire, il faut bien comprendre que les procédures dans le cadre de l'état d'urgence, elles ont été décidées par le ministre de l'Intérieur, voire le préfet, sans que ça passe par un juge judiciaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de contrôle a priori sur le fait qu'il y avait effectivement des causes pour procéder de la sorte. Par contre, effectivement, ce qui fait que les personnes ne savent pas pourquoi elles sont objets soit de l'assignation à résidence, soit notamment de la perquisition. Par contre, si elles vont au Conseil d'État, devant le juge administratif, elles peuvent contester la mesure. C'est le recours a posteriori. Et à ce moment-là, on va leur présenter, ou pas, les éléments qui ont servi justement à cette perquisition et à cette assignation à résidence. Parce que les notes blanches, eh bien, dans certains cas, les juges ou voire le ministère ne les ont pas présentées, voire elles ont été présentées
par le ministère de l'Intérieur a posteriori. Et c'est le cas d'ailleurs, un des rares cas d'ailleurs où justement il y a eu des réparations, c'est sur le restaurateur de l'Oise qui vient d'avoir il vient d'avoir lui une indemnité de 10 000 €. Et dans son cas, les policiers étaient venus le soir et ils ont défoncé les portes, etc. Ils ont tout cassé alors qu'ils leur proposaient les clés pour ouvrir. Donc ils ont utilisé un usage disproportionné de la force. Et en fait, comme il ne savait pas pourquoi il y avait eu cette procédure, ce qui lui a été très dommageable, eh bien, il a pu apprendre qu'en fait, a posteriori, ils sont venus, ils ont fait la perquisition, ils ont vu qu'il y avait une salle de prière. Donc, a posteriori, il y a eu une note blanche qui a été faite expliquant qu'il y avait salle de prière avec des gens qui venaient avec des barbes et des voiles, etc. Et que donc, il y avait des gens très pratiquants et que ça justifiait cela. Et alors qu'il n'y avait aucune raison. Donc, on est dans ce genre de situation kafkaïenne. Et le deuxième aspect qui se pose, c'est que là aussi, on a vu un certain nombre de cas où le ministère n'a même pas voulu présenter les notes blanches, je rappelle, elles sont non datées, anonymes, je veux dire, on ne peut pas savoir qui l'a fait, parce que ça aurait pu donner des indications. Donc les personnes doivent se défendre contre, elles ne savent même pas contre quoi. Et ce qui est terrible, parce qu'il y a eu à peu près 1000 recours qui ont été faits. Sur les 1000 recours, il y en a, je crois que c'est un peu moins, ça doit être à peu près un quart. D'accord, où le tribunal administratif a donné raison à la personne qui portait son recours. Mais ce qu'on a vu, et ça aussi je l'ai vu à travers les auditions à la CNCDH, c'est qu'il y a un tel climat en France où celui qui va relâcher quelqu'un, et on le voit bien, on le voit avec les fichiers S, on les voit avec un certain nombre de choses, c'est-à-dire que même le juge qui finalement doit établir une présomption de dangerosité par rapport à des comportements. Le juge, il n'est pas fait pour ça. Hein. Déjà, les psychiatres ont du mal, mais alors un juge, c'est encore plus difficile. Donc, il a une telle pression de la police et du ministère qu'il a beaucoup de mal à libérer les gens parce qu'effectivement, il a besoin de garanties qu'il ne va rien se passer. Et c'est là où on tombe sur le fait de l'inversion de la preuve, c'est-à-dire que la personne doit prouver qu'elle est non dangereuse. Et c'est une situation absolument kafkaïenne, parce que autant on peut montrer qu'on n'est pas coupable par rapport à des éléments, autant c'est très difficile quand il s'agit justement, quand on ne sait même pas de quoi on est accusé. J'aimerais juste rebondir, excusez-moi. Sur ce que vient de dire Madame Garrigos, il est arrivé que devant les juridictions administratives, dont la plus haute, le Conseil d'État, la représentante du ministère de l'Intérieur a simplement dit au juge « Faites-moi confiance, nous savons de quoi cette personne est capable ». Et le juge a pris foi dans la parole de la représentante du ministère de l'Intérieur. Donc on arrive à quelque chose, le mot kafkaïen est très bon, c'est-à-dire une chose aussi folle que « faites-moi confiance, nous savons » et on va condamner des gens sur ce « faites-moi confiance ». Et pareil, sur ce que disait Madame Garrigos, on a eu un cas, et moi je trouve que ce cas est très emblématique, d'un monsieur restaurateur aussi, mais c'est pas le même, qui s'est retrouvé devant le Conseil d'État et qui a dû, pour justifier qu'il n'était pas un musulman radicalisé, montrer des photos de sa femme en bikini, faire témoigner, oui c'est aussi ridicule que ça, des photos, de montrer que ses enfants avaient la collection complète des cassettes Walt Disney, que lui-même il lui arrivait, malgré sa petite barbe fashion comme il disait, de boire un peu d'alcool. Et ce qu'on lui a répondu, on lui a simplement dit taquilla. Taquilla, ça signifie dissimulation. Donc soit il était intégré dans le sens qu'on donne communément et il dissimulait ce qu'il était, soit il avait des signes apparents de radicalisation et il était bon pour une assignation, une perquisition. Donc vous voyez le terme kafkaïen comme il est absolument adéquat. J'ajouterais juste, à titre de comparaison, moi je ne suis pas du tout spécialiste de l'état d'urgence en France. En revanche, je connais un peu mieux la situation en Israël-Palestine. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est clairement des textes législatifs importés d'Israël. Et les témoignages que vous donnez sur l'absence d'accès aux preuves, c'est le principe de la détention administrative qu'on a tout à fait en Israël et qui s'applique en Cisjordanie, qu'on a aussi en Égypte. Les personnes qui sont maintenues en détention pendant des durées indéfinies sur la base de preuves qualifiées de secrètes qu'ils ne peuvent donc contester,
c'est ce qu'on importe en France. Et on le sait qu'il y a une coopération sécuritaire à laquelle on n'a pas du tout accès, les sénateurs certainement non plus et les députés non plus malheureusement, mais il y a des textes de coopération sécuritaire où on sait que la France importe des méthodes sécuritaires israéliennes, ce qui explique aussi que la France ne conteste pas non plus outre mesure les violations des droits de l'homme perpétrées par Israël en Cisjordanie. Et voilà, et c'est vers ce type de société qu'on s'oriente. Donc comparaison n'est pas toujours raison, mais en l'occurrence ça permet de savoir ce dont on va hériter par la suite. Sans doute savez-vous que nous avons également beaucoup exporté, n'est-ce pas? Nous avons exporté dans toute l'Amérique latine, notamment en Argentine et au Chili, les méthodes de notre réponse sécuritaire, de celle qui a justifié l'état d'urgence en 1955. Elle s'est très très bien exportée en Amérique latine. Madame? Bonjour, donc, je m'adresse à Madame Zine. Voilà, donc moi j'allais un petit peu dire, donc Madame Leger, donc elle a évoqué mon idée. Du coup, Madame Zine, vous avez précisé au fait que les politiques français renforcent au fait l'arsenal de loi pour lutter contre le terrorisme. Est-ce vraiment, c'est pas l'impact du conflit israélo-palestinien? Vous pouvez reformuler la question, s'il vous plaît? Donc voilà. Les politiques français renforcent l'arsenal de lois pour lutter contre le terrorisme. Ma question, c'est n'est-ce pas l'impact du conflit israélo-palestinien? L'impact du conflit israélo-palestinien amène les autorités françaises préciser, donc c'est avoir les mêmes idées, importer, lutter contre, parce que la communauté, pour lutter contre le terrorisme, c'est une communauté musulmane. Bah, on est un peu les Palestiniens pour le lobby extrémiste israélien de la France. Donc ils vont donner des méthodes qu'ils appliquent sur les Palestiniens, je pense, hein, et les proposer à la France et leur dire voilà, nous ça fonctionne avec eux, c'est les mêmes, il faut essayer avec cela. Donc oui, on se retrouve un peu dans une situation où on a des mesures administratives qu'on voyait qu'en Israël, hein, à un moment, on voyait ça que là-bas, et on les retrouve ici. Alors heureusement, on est quand même dans un état de droit, c'est plus léger, il n'y a pas de torture, enfin il y a beaucoup de choses mais quand même, la liberté d'aller et de venir, si la personne elle rate une signature, elle va en prison. On a beaucoup de personnes qui avaient des casiers vierges qui ont été en prison, pas le droit de sortir de la commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on leur interdit de travailler, on leur interdit d'aller voir leur famille. S'ils sortent, ils vont en prison. Donc on est dans une situation, sincèrement, elle est cauchemardesque. Les personnes, moi je les avais au téléphone, mais la première année, je crois que ça durait du matin jusqu'à minuit. Ils appellent à tout, il faut répondre parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'ils se sont fait arrêter? Est-ce qu'il faut appeler l'avocat? Ils sont dans une situation de stress intense. Ils ont sur le poids le ministère de l'Intérieur sur les épaules. Donc oui. Enfin, on est dans une situation qui est très grave et c'est ce qu'on dénonce, une justice d'exception pour mater une minorité un peu rebelle. Je peux rajouter sur ce point que ce n'est pas uniquement avec Israël. Il faut bien comprendre que la coopération antiterroriste, la coopération au niveau justement de tout ce qui est contrôle militaire, policier, etc., est très très importante. Il y a régulièrement des sommets, il y a des échanges, ils se rencontrent et tout ça, c'est... Mais il n'y a pas qu'avec eux, il y a avec les États-Unis, il y a avec tout le monde. C'est-à-dire que voilà, c'est un grand échange. Voilà. Comme il y a les marchés de l'arme, les marchés de ceci, il y a aussi de la coopération inter-État au niveau de la guerre contre de la lutte antiterroriste. Et elle est florissante parce que il ne faut pas non plus oublier que ça s'associe pas simplement au marché des armes, mais au marché de la surveillance. Il y a au marché aussi des agences. Avant, quand moi j'étais jeune, on appelait ça peut-être des mercenaires, hein, puisqu'ils n'étaient pas employés par l'État. Aujourd'hui, ce sont des agences de sécurité et autres. Mais c'est aussi un marché très très florissant. Donc voilà, tout ça. Je vais vous donner une idée des produits les plus avancés parce que j'ai été récemment dans un marché de l'antiterrorisme à Abu Dhabi. Alors, comment reconnaît-on quelqu'un qui va faire un attentat suicide? Eh bien, il consulte frénétiquement son portable. Et puis, il sue.
Oui, et ce genre de conseil est vendu en bonne et due forme dans des kits. Et c'est une entreprise française. Et il y avait aussi le drone anti-drone. Savez-vous qu'il y a un drone qui arrive et il lance un filet sur l'autre drone. C'est très simple en fait comme technique. Il déploie un drone, etc., etc. Oui, c'est vrai que les Israéliens sont toujours très très bien représentés dans ce genre de situation. Mais ils ne sont pas les seuls. C'est un marché extrêmement important. J'ai vu une dernière question. Ça sera, enfin, on va la baptiser la dernière question. Oui, monsieur. Et puis après, on appellera quelqu'un qui n'est pas fiché S, c'est pas vrai, qui s'appelle Alain Grèche et qui nous livrera les conclusions de cette rencontre. Donc c'est une question pour Madame Zine. Je voulais savoir, une fois que toutes ces mesures d'état d'urgence sont rentrées dans le droit commun, est-ce qu'il y a un espoir de revenir à un niveau normal de protection des droits de l'homme en France ou ça va perdurer comme ça pendant des années? Sincèrement, nous, quand on avait commencé à travailler, on s'est dit, allez, on va aider 3 mois, puisque c'était parti pour 3 mois, et puis voilà. Et il s'avère que quand ces mesures elles sont déclenchées, elles ne s'arrêtent pas. Parce que personne n'ose appuyer sur le bouton et dire on va s'arrêter. Parce que si jamais il se passe quelque chose, on va leur reprocher ce qui s'est passé. Et puis s'il ne se passe rien, on va leur reprocher. Enfin, l'un nourrit l'autre. Et on est dans une situation, on a fait, nous, une demande de date limite en fait, de cette loi rapporteur Gauvin, et il l'a appliquée. Il a dit au bout de 4 ans, si elle ne paraît pas efficace et qu'elle a moindre utilité, on l'abrogera, on l'enlèvera. Notre travail, en tous les cas, c'est de mettre en compte, de les mettre en face en fait, du fait accompli, que voilà, ces mesures sont inefficaces, elles sont, de toute façon, il y en a déjà beaucoup moins, elles sont inutiles. Au niveau des droits internationaux, l'ONU, la rapporteuse des Nations Unies, elle est d'accord du fait que l'état d'urgence ne peut pas rester dans cette situation. Il faut absolument sortir, et c'est en ça qu'il faut s'engager, il faut militer, je dirais. C'est l'action de la société civile en entier qui va faire qu'on va freiner les choses. Parce qu'ils ont passé ça. Alors, moi, je ne rejette pas la faute sur le gouvernement actuel. Après tout, c'est François Hollande qui lui a jeté un peu la patate chaude et qui lui a dit débrouille-toi. Il pouvait, juste avant de partir, dire voilà, moi j'y mets fin et je ne prends pas de risque de toute façon, et c'est moi qui ai mis fin. Mais voilà, Macron ne savait pas quoi faire. Et si je l'enlève, il va se passer comme ça. Et je comprends la situation très délicate. Donc il y a une date limite. Et après, c'est à nous, par notre travail sur le terrain, par les résultats, par l'engagement de la société civile, de ne pas laisser banaliser ce genre de lois d'exception qui en fait sont très dangereuses parce qu'il n'y a aucun contre-pouvoir contre une note blanche. Si quelqu'un a une note blanche et il est pris dans une mesure pareille, mais c'est un engrenage, c'est hallucinant. Enfin, après, il peut y avoir plusieurs mesures qui se cumulent et vous êtes en face d'un fantôme parce que vous ne savez pas qui vous accuse de quoi, puisqu'on vous dit des choses et d'autres choses, elles sont tenues secrètes défense parce que c'est une source qu'il a donnée, ils ne peuvent pas la mettre en danger, ou alors c'est un pays étranger et dans ces cas-là, ils ne veulent pas qu'il y ait une coupure de contact avec eux. Donc voilà, mais c'est aussi, il faudrait en fait faire un travail sur ça. Il y a des choses, il y a des recommandations à faire, mais je pense vraiment que moi c'est ce que j'ai fait. Je me suis levée pour que l'état de droit reste l'état de droit. Je crois que chacun peut être concerné et faire la même chose. Voilà. Voilà, le débat se circonscrit à la tribune, donc ça je ne peux pas l'empêcher. Et après nous conclurons avec. Oui. Ce que je voudrais rajouter, c'est que la question, c'est aussi l'opinion publique française. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'état d'urgence, à aucun moment, le rejet de l'opinion publique française a été inférieur à 75%. Et que nous, qui avons défendu les libertés fondamentales, qui avons dénoncé avec le défenseur des droits, quand je dis nous, c'est les personnes que vous avez déjà à la tribune, mais d'autres associations, le syndicat de la magistrature, le défenseur des droits, la CNCDH, je veux dire, il y a quand même... que ce soit des autorités indépendantes et des institutions, beaucoup de gens qui se sont élevés contre ça. Mais nous avons toujours été extrêmement en minorité. Et ça, c'est aussi quelque chose qui compte pour beaucoup. Quand il y a eu la loi sur le renseignement et on a parlé de la surveillance généralisée, du fait qu'on pouvait être tous espionnés chez nous avec des caméras, etc., sans que ça passe par un juge, la plupart des gens ont dit « mais je n'ai rien à cacher ». Ils ont oublié que la vie privée a un sens et c'est pour ça que, notamment, la Stasi empêchait toute vie privée et on sait l'impact que ça peut avoir. Avec ce qui s'est passé avec l'état d'urgence, avec les perquisitions, avec les assignations en résidence, on a dit, mais regardez, c'est toujours les mêmes, les contrôles au faciès. Et on nous a dit, ah ben oui, mais ce n'est pas grave.
que ce ne soit pas dans le respect, parce que nous n'allons pas être concernés. Et quand on leur dit, mais attendez, mais c'est grave, ça cible une partie de la population, on vous dit, c'est normal. Et donc, quand vous rentrez dans ce genre de mécanique, de logique, c'est extrêmement dangereux. Et là, je veux dire 2 choses par rapport à ça. La première, c'est que, moi, je me souviens, il y a 10 ans, c'était les Roms. Les Roms, on les a maltraités, on les a expulsés, etc. Et au bout d'un moment, on a dit que finalement, toutes ces lois qui s'appliquaient uniquement aux Roms, ces façons de les expulser, bah, c'était normal. Il y a eu les attentats, l'état d'urgence. Et on voit toutes les lois qui ont été mises en place et qui ciblent les musulmans, il faut dire les choses comme elles sont, ou alors les membres de la société civile, dits radicalisés, les écologistes, les gens plutôt très à gauche, etc., et tous ceux qui s'élèvent contre certains types de lois. Aujourd'hui, on attaque un 3e volet, c'est celui des migrants et des réfugiés. Quand on voit aujourd'hui comme la nouvelle loi qui est proposée avec les systèmes de rétention, y compris pour les mineurs, quand on voit comment les délais d'appel sont réduits pour que les gens ne puissent pas faire appel, quand on voit aujourd'hui ce qui est mis pour réduire les droits des migrants, moi je pose une question, qui vont être les prochains ? J'ajouterai juste très brièvement. Votre nom, je voudrais remercier les participants à cette table. Je voudrais juste dire une toute petite chose. Je vous l'ai dit à la tribune, c'est déchaîné. Bon. Non, juste une toute petite chose. Ce qui est le risque aussi, le danger qu'il y a encore juridique, mais qui a toutes ses conséquences politiques, c'est le passage du terme lutte contre le terrorisme à la guerre contre le terrorisme, parce que quand on parle de guerre, on parle de conflit armé. Et quand on parle de conflit armé, on parle de l'application d'autres normes juridiques qui s'appellent le droit international humanitaire, les conventions de Genève, qui sont moins protectrices que les droits de l'homme. Et sous le sceau des conventions de Genève, par exemple, des mesures telles que celles qu'on voit en France aujourd'hui, où la détention arbitraire, etc., sont légales. Et donc, quand on passe à ce registre de guerre contre le terrorisme, on permet de légaliser des pratiques qui ne le sont pas quand on n'est pas en guerre. Voilà, c'est juste... Merci infiniment. Bon, tout d'abord, je voudrais vous remercier au nom de l'IREMO, de l'AIDL et du journal en ligne Orient 21 pour votre participation. Remercier tous les intervenants qui ont été, je pense, vous êtes d'accord là-dessus, très brillants et très approfondis. Remarquer aussi que nous avons respecté la parité dans les 2 tables rondes, puisqu'il y avait au total autant d'hommes que de femmes. J'espère qu'il y aura un jour où on n'aura pas besoin de le faire remarquer, mais je pense que c'est important qu'elle soit respectée. Je voudrais dire 2 choses concernant les débats qu'on a eus, qui ont été très riches. La première, et qui me frappe beaucoup quand on parle de guerre contre le terrorisme, y compris quand on accepte la terminologie qui est pour moi contestable, même l'idée de lutte contre le terrorisme, c'est contestable, elle a été déclenchée il y a 17 ans environ, et elle est un échec total. Et personne ne discute de ça. C'est-à-dire, quand le président Bush lance cette guerre, avec l'idée « nous allons vaincre le terrorisme, les groupes terroristes », 17 ans après, on est dans une situation bien pire qu'au moment où la guerre a été déclenchée. Et personne ne s'interroge là-dessus. J'ai vu récemment 2 informations concernant l'Afghanistan, puisque l'Afghanistan a été quand même la première application de la guerre contre le terrorisme avec le renversement du régime des talibans. Récemment, 2 informations données par la presse américaine. Un, c'est que les Américains étaient en train de construire au centre de Kaboul une cité verte, enfin une ville verte comme il y avait eu à Bagdad, c'est-à-dire une ville qui serait protégée, qui permettrait d'abriter l'ambassade américaine, le commandement américain, etc., et qu'on allait porter le nombre d'Américains à 15 000, et aussi le fait que c'est devenu la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis. Et quelques mois plus tard, le New York Times, toujours, publiait un reportage à propos de la ville de Ghazi, qui est une ville de 280 000 habitants située à 150 km au sud de Kaboul, où ils expliquaient que c'est une ville encerclée par les talibans, qui payent des impôts aux talibans. Il y a des combattants des talibans au sein de la ville. Tout le monde sait où ils sont, mais personne ne peut les arrêter. Et tout le monde sait aujourd'hui que si demain les États-Unis s'en vont, le régime s'effondre en 24 heures. Et que pour un certain nombre de puissances extérieures, les talibans ne sont plus la menace. La menace essentielle, c'est l'État islamique. Les Russes semblent avoir
en Afghanistan, puisqu'il y a maintenant l'installation de l'État islamique, des contacts avec les talibans dans la lutte contre l'État islamique. Donc on est dans une situation où, au bout de 17 ans de guerre, on est arrivé à une situation bien pire que celle qui était en 2001. Et si vous prenez les chiffres qu'on peut contester que donnent les différents centres américains qui parlent du terrorisme, en gros, en 2003, vous aviez 2000 attaques qualifiées de terroristes dans le monde. En 2014, vous en avez eu 17 000. En 2015 et 2016, avec les attaques contre l'organisation de l'État islamique, ça a un peu baissé, c'est-à-dire en 2016, ça a atteint 13 500. Donc on est passé de 2000 à 13 500 après 17 ans de guerre contre le terrorisme. Et en plus, il y a un autre élément qui est très très important, c'est que les foyers, entre guillemets, terroristes, et encore une fois, je conteste le terme, ils sont en train de s'étendre partout. Et on en a, nous, un exemple où la France porte une responsabilité particulière, c'est le Mali. Voilà une intervention militaire qui a été justifiée par notre président de la République, qui a dit même que je crois que c'était le plus beau jour de sa vie. Et aujourd'hui, 5 ans après, on est dans une situation où non seulement la situation au Mali est absolument instable, mais toute la déstabilisation, si vous voulez, s'étend en toute la région. C'est où la guerre a suscité exactement le contraire de ce qu'on avait appelé. Et je crois qu'il est important de dire qu'il faut faire un bilan de cette guerre. C'est-à-dire que c'est un débat à avoir aujourd'hui de savoir si cette guerre, elle a un sens ou non. Ce qui est curieux, j'ai trouvé une citation qui date des années, je crois, 2004 ou 2005, de Richard Clarke, qui était un des spécialistes du contre-terrorisme dans l'administration Bush, qui n'est pas d'administration particulièrement tendre, et qui disait que du fait qu'on ne s'adresse pas à ce qui fait la force de notre ennemi, c'est-à-dire le fait qu'il y a un soutien populaire à cet ennemi, Bush est en train de donner à cet ennemi exactement ce qu'il veut et ce dont il a besoin, c'est-à-dire la preuve que les Américains sont en guerre contre l'islam. Et ça, c'est aussi un des éléments qui est important à souligner, c'est-à-dire que quand on parle de guerre contre le terrorisme, tout le monde comprend guerre contre l'islam. Et je crois que ça, c'est aussi un élément important, parce qu'en particulier en France, il y a évidemment un rapport très net entre la guerre que nous menons contre le terrorisme et les mesures qui sont prises contre les communautés musulmanes et le développement de l'islamophobie. Bon, je ne veux pas être trop long, mais il y a eu un livre qui m'a semblé intéressant. Et il a été écrit par Graham Fuller, qui est un ancien de la CIA, qui a fait un livre qui s'appelait « Un monde sans islam », où il fait une utopie. Il dit, supposons que Mohammed ne soit pas né, qu'il n'y ait pas eu de prophète de l'islam, est-ce que le Proche-Orient serait beaucoup plus calme qu'aujourd'hui? Il dit non, pas du tout, parce qu'il y aurait exactement le même type de problème autour du contrôle des ressources, autour des régimes dictatoriaux, etc., etc. Et je crois que c'est quelque chose... Bon, c'est évidemment en partie de la spéculation, mais je crois qu'elle est... c'est quand même quelque chose sur lequel il faut réfléchir, c'est qu'on est pris nous-mêmes dans cette espèce d'engrenage de débats permanents autour de l'islam, même quand ça ne concerne pas du tout le terrorisme. Là, ça fait quand même 3 semaines qu'on est en discussion sur les réseaux sociaux sur une dirigeante syndicale qui porte le foulard. Et ça a suscité des réactions au plus haut sommet de l'État. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il faut bannir ce terme de terrorisme. Ça a l'air idiot, mais je ne sais pas ce que c'est le terrorisme. À part de dire on tue des civils innocents, mais je veux dire, les armées régulières des États tuent des civils innocents, et on sait très bien, on l'a vu avec l'intervention tout à l'heure de notre ami turc, qu'on est toujours le terroriste de quelqu'un. Moi, je pense qu'on peut dire qu'on combat des organisations comme l'État islamique, qui sont des organisations dangereuses qu'il faut combattre pour des raisons telles et telles, mais qu'on combat le terrorisme, qui est une forme d'action, c'est-à-dire une forme d'action violente, me semble pas seulement faux théoriquement, mais pose un problème parce que ça revient concrètement à dépolitiser la question du terrorisme. Quand vous êtes dans la guerre contre le terrorisme, et ça, Bush l'avait dit dès le 24 septembre 2001, on ne se bat pas contre des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, qui défendent des thèses différentes de nous. On se bat parce qu'ils nous haïssent. Ils nous haïssent à cause de ce que nous sommes. Il disait exactement,
ils haïssent ce qu'ils voient dans cette assemblée, ils parlaient au Congrès, un gouvernement démocratiquement élu, leurs dirigeants se désignent eux-mêmes, ils haïssent nos libertés, notre liberté religieuse, notre liberté de parole, notre liberté de voter, de nous réunir, d'être en désaccord les uns avec les autres. Et qualifier une organisation de terroriste, c'est de dire qu'il n'y a pas de débat, c'est en fait une guerre entre le bien et le mal. Une guerre entre le bien et le mal, c'est une guerre sans fin. Et je ne sais pas si un jour on éradiquera le mal de la Terre, et puis je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est le mal. Mais du coup, c'est-à-dire ça amène à se mettre soi-même dans des impasses. On en a parlé ce matin avec le Hamas. On peut critiquer le Hamas pour beaucoup de choses, y compris parfois pour ses actions violentes, mais tout le monde sait que s'il y a une solution un jour au conflit palestinien, ils sont une partie de la solution. Et refuser de discuter avec eux, c'est totalement stupide. Mais au-delà de ça, même quand on parle de l'organisation de l'État islamique et des groupes qui ont rejoint l'État islamique, il ne faut pas oublier que l'État islamique, c'est aussi une espèce de marque sur laquelle se sont greffées des luttes extrêmement différentes. Si on prend Boko Haram au Nigeria, il faut rentrer dans l'histoire de ce qu'a été Boko Haram, mais au départ, ce n'était absolument pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Et la manière dont on a finalement poussé un certain nombre de groupes à faire allégeance à l'État islamique, etc., est totalement contre-productive dans la guerre qui est dite menée contre le terrorisme. Parce qu'il faut revenir à ce qui est l'essentiel, c'est que s'il y a des contestations dans le monde arabe, musulman et ailleurs, c'est parce qu'il y a des problèmes. C'est aussi simple que ça. Xavier Guignard disait à propos des gens qui vont combattre pour l'organisation de l'État islamique, la première motivation, c'est la Palestine. Et c'est d'autant plus surprenant que l'organisation de l'État islamique est assez muette sur la question de la Palestine. Elle n'en fait pas, du point de vue de sa propagande, un élément essentiel. Mais les gens vont se battre là-dessus parce que ça suscite une haine à l'égard de l'Occident, des politiques qu'il mène, etc. Mais au-delà, c'est aussi le fait que nous sommes, vus par les peuples de cette région comme des gens qui avons un double discours sur nos idéaux. Nous disons que nous nous battons pour la démocratie, et dès qu'il y a des élections démocratiques, on dit « Ah, c'est bien, vous avez voté comme en Palestine en 2006, c'est très bien, mais vous avez mal voté, donc on va vous boycotter. » Et d'une certaine manière, on joue dans les mains des groupes les plus extrémistes qui disent « Regardez, le discours des Occidentaux sur la démocratie n'a aucun sens. » Je rappelle toujours qu'au lendemain du coup d'État militaire de Sisi, Zarqawi, qui était le numéro 1 d'Al-Qaïda, a fait une lettre ouverte aux frères musulmans en disant « On vous l'avait bien dit, cette voie n'est pas praticable. » Donc si on ne s'attaque pas à la fois aux problèmes qui sont les problèmes type Palestine, à la fois aux problèmes politiques de démocratie et de dictature, si on continue à cautionner les dictatures comme on les cautionne, notamment en Égypte ou dans le Golfe, etc., je veux dire, on joue dans le main des groupes qui effectivement ont des politiques qu'on peut condamner et combattre. Mais on ne les vaincra pas par des actions militaires ou par des actions policières. Ça ne veut pas dire qu'on soit... Je veux dire, un État en France a besoin de prendre des mesures quand il y a des attentats et personne ne met ça en cause. Mais si on ne réfléchit pas sur ce qui provoque le terrorisme, on aboutit à quelque chose d'autant plus contre-productif qu'on alimente le discours d'Al-Qaïda. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des zones grises. L'État islamique a une théorie des zones grises, c'est-à-dire les musulmans en Europe, c'est une zone grise. Et il faut casser cette zone grise. L'État islamique dit aux musulmans d'Europe, vous n'êtes pas européens. Mais nous leur disons la même chose. Nous leur faisons la preuve tous les jours qu'ils ne sont pas des citoyens comme les autres. Et donc là aussi, on joue. Donc, réfuter le terme de terrorisme, pour moi, c'est réinstaller la politique au poste de commande. S'il y a des problèmes, c'est l'analyse politique qui doit primer et qui va nous permettre, à terme, de surmonter un défi qui est, à mon avis, qui est sur le long terme. Mais si on veut avoir une chance de le surmonter, je pense qu'il faut revenir à la politique et mettre, pour reprendre une formule célèbre, la politique au poste de commande. Merci.